Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, Hibiscus. Oui, c'est Hibiscus, oui. Yeah. Comment tu vas? Très bien. Toi? Je vais très bien, merci. Ok. Mon histoire, elle est courte, c'est une courte histoire. Et c'était quand j'étais encore petite, dans mon quartier au Cameroun. Je ne sais pas si on doit donner le nom du quartier ou on ne donne pas. Pas de problème, nom du quartier. À Là où ça pose Manjo. problème, c'est si ce que tu dis que j'étais à Bastos, là où il y a la maison rouge derrière MTN, après le portail rouge. Non, là il y a un problème. Mais à Bastos, il n'y a pas de problème. Non, c'est à Manjo, c'est dans le Mungo. Et c'est un quartier très dangereux. Il y a toujours des histoires bizarres là-bas. Donc, quand j'étais petite, on louait, on était en location et on avait un voisin direct. Et il était marié et il était boulanger. Il venait je crois, il était Chang. Et sa femme aussi, elle était Chang. Donc, une très belle femme. Et je pense qu'il était le directeur, le DG d'une boulangerie à Manjo. Ils étaient riches en fait, une très belle maison, des gens riches, mais sa femme n'accouchait pas. On ne comprenait pas pourquoi. Et chaque fois, on tuait les serpents. On tuait les serpents dans sa maison, dans ses toilettes. Et je me rappelle un jour, j'étais encore petite, je voyais des trucs que les autres ne voyaient pas, tu vois. Et j'étais avec ma mère. Je crois ma mère était en train de me donner ma douche, de me donner une douche, me prendre mon bain, un truc comme ça. Et j'ai vu un serpent orange, qui entourait, comme notre maison était pas, en fait, c'était pas une si belle maison que ça. Le plafond, il y avait les bois, les plafonds étaient en bois et tout. Il y avait un serpent orange qui entourait la maison. Et je montre à ma mère que maman regarde. Voilà un serpent là-bas. Elle dit où? Elle regarde, ne voit pas. Elle dit voilà le serpent là-bas. C'est en train d'entourer. Regarde là-bas. Je montre du doigt. Et quand elle soulève la tête pour regarder, le serpent disparaît. Elle dit mais où? Elle ne voyait pas et moi je voyais le serpent mais elle ne voyait pas. Bon, on passe. Et maintenant le problème c'est que quand la femme du monsieur est tombée enceinte, on tuait le serpent. À chaque fois on tuait le serpent dans ses toilettes. À chaque fois, les voisins criaient que oh, le serpent, excusez-moi, le serpent, tout le monde accourait pour venir tuer le serpent dans les toilettes. On tuait ça comment? C'était les toilettes externes? Oui, en fait, ils avaient des toilettes dehors. Ils avaient des toilettes, oui, des toilettes dehors et la maison était de l'autre côté. Et à chaque fois, quand quelqu'un allait pour se laver, parce que ils avaient aussi Elle n'avait pas d'enfants, mais elle prenait beaucoup ses frères à la maison et tout ça pour vivre avec elle, quoi. Donc, elle avait souvent des petits cousins ou neveux avec elle, nièces. Et puis un jour, bon, comme j'ai dit, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, on tue le serpent aux toilettes et elle fait une fausse couche. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, on tue le serpent et fait une fausse couche. Apparemment, le monsieur, il était compliqué. Il était dans la secte et ces serpents-là, en fait, avalaient ses enfants. Ces serpents avalaient les enfants dans son ventre. C'était comme ça à chaque fois, donc il ne faisait pas d'enfants. Et jusqu'à ce que le monsieur décède dans des conditions bizarres, je ne sais pas ce qui est arrivé. On avait déménagé, hein. Donc nous, on avait parce qu'on tuait tout le temps le serpent là-bas et c'était trop dangereux. Bon, après nous, on a déménagé, on a pris une autre maison dans un autre quartier. Et puis on a juste entendu que le monsieur, il est décédé sous des conditions, dans des conditions bizarres. Et après, je ne sais pas ce que la femme, elle est devenue. Je pense que chez l'Inchang, apparemment, quand le mari meurt,
le petit frère prend la femme. En tout cas, je sais pas. Je sais pas si son petit frère avait pris sa femme ou pas, mais bon. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Apparemment, elle aussi, elle est morte. Parce que après ça, je suis quittée. On dit quoi? Je suis quittée du camp. Je suis arrivée en Allemagne et bon, je ne sais plus trop la suite. Ma mère m'avait juste dit que bon, elle aussi, elle est décédée. Donc, je ne sais pas si après, elle a eu les enfants ou pas. Voilà, c'était ça mon histoire aujourd'hui. C'était ça juste. Merci beaucoup, Donc, Hibiscus. hibiscus. La magie, c'est le nom de quoi? Du nuage? Bon, je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Je vais appeler l'histoire, je sais pas même pas, non, mon initiation à la Rose-Croix, mon intégration, je sais pas. Mais je n'ai pas intégré, voilà, j'ai pas intégré. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un monsieur que je rencontre dans les rues de Libreville, qui devient un très bon grand frère à moi. Il ne m'a jamais dragué ou quoi que ce soit, mais il est très proche de moi, il me rend plein de services, il m'aide financièrement. Je connaissais même son code bancaire, il me donnait sa carte, je faisais les retraits que je voulais. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était un bienfaiteur, voilà, qui était venu m'aider, voilà. Du coup, on s'est côtoyés pendant près d'1 an. On n'a jamais eu de rapport. Même quand un homme me draguait devant lui, il disait non, 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 tu fais tes choses quand je suis pas là. Moi, pour moi, tu es comme ma fille. Donc voilà, il m'encadrait. Moi, c'était ça. Et plus d'1 an après, 1 an et demi, un jour, je suis chez moi. J'étais fauchée. J'étais vraiment fauchée. Je sais que lui, c'est quelqu'un, quand je le vois, je rentre pas avec moins de 100, 200 000, 300 000 et gratuitement comme ça, sans rien faire. Du coup, donc, je l'appelle, je lui dis, ah, ça, c'était un vendredi en journée. Je lui dis, mais on dit quoi, ça va, tu vas bien et tout? Il me dit oui. Il était au boulot. Et je lui dis, ah, le soir, j'ai envie de sortir, genre, voilà, c'est le week-end. Il me dit, ok, on verra tout à l'heure et tout ça, on va s'appeler plus tard. Ok. Donc, du coup, en soirée, il me rappelle, aux environs de 23h minuit. 23h, 22h, 23h. Et moi, j'étais avec mon cousin parce que je vivais avec mon cousin. Et il me demande de venir le trouver à un de ses bureaux que je connaissais même pas, en Gonje. Je lui dis ok. Je lui dis non, je suis avec mon frère. Il me dit ok, venez. C'est comme ça, on va, mon frère et moi. Et on arrive, on est juste 3. Le monsieur, mon frère, moi. On est assis dans une pièce, il y a juste nous 3. Et là, il commence à nous parler de la vie en général. Il nous parle de la vie, vous savez, la vie comme ci, comme ça et tout. Et là, il nous parle de genre la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, c'est une religion, faut pas voir ça en mal, c'est une religion et tout. C'est comme le christianisme, il faut juste qu'on vous explique et tout ça, vous allez comprendre et tout. Et là, il avait des livres, donc il nous sort des livres, il dit voilà, ça c'est la NIOS, plein de choses. Donc il essaye comme ça de nous parler de la Rose-Croix en fait, de nous expliquer ce que c'est. Ainsi, comme ça, on pourra mieux comprendre la chose et peut-être accepter. Donc, c'est comme ça, il nous parle de ça. Il nous dit, mais si vous devenez milliardaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire et tout? On lui dit, bon, on ne sait pas. Quand l'argent est là, la tête change et tout. Et là, il commence à dire, oui, Damaris, donc moi, Dami, tu es une bonne personne, je t'aime bien et tout. Je vais marcher avec toi, tu as des bonnes auras et tout. Moi, j'aimerais te parrainer. Donc, il commence par moi, je lui dis, mais comment ça me parrainer? Tu es un bon grand et tout. Il dit, non, moi, j'aimerais travailler avec toi. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, non, moi, j'aimerais que tu adhères en fait à mon cercle. Je lui dis, mais ce genre de choses, après, c'est pour entrer dans des mauvaises choses, il faut sacrifier des gens. Il me dit, non, tu sacrifies pas les gens, tu pourras juste prendre les auras des gens autour de toi. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi, qui ont des bonnes auras, des bonnes étoiles, tu pourras jouer avec ces étoiles-là. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, en fait. Tu joues avec les étoiles des gens autour de toi et tu vas brise, tu vas glow, vous voyez? Et là, je lui dis, donc c'est comme ça que tu joues avec mon étoile tout ce temps qu'on se côtoyait. Là, il me fait un petit sourire. Moi, je suis pas conne, je le regarde, là, il me fait un sourire. Et je comprends que moi-même, j'ai été une proie aussi. Même si aujourd'hui, il veut, comme lui il a dit, je veux t'apprendre à manger de toi-même au lieu que tout le temps, je te donne. Je suis restée là comme ça et j'étais avec mon cousin. Tout d'un coup, il s'est levé, il rentre dans une autre pièce. Quand il rentre dans une autre pièce, il revient, il s'assoit. À l'instant où il s'assoit, DMG, on l'a vu, parce que mon cousin et moi, après, quand on sort de la pièce, on s'est parlé. Chacun était assis dans son coin, sur un fauteuil. Quand il s'assoit, on a vu comme genre, il y avait que la tête il y avait juste la tête, mais le corps, c'était comme le serpent. En une fraction de seconde. Quand il s'est assis, on voit la tête de quelqu'un, mais le corps, c'est comme un serpent. Un serpent noir, mais vraiment immense. Du coup, quand on voit ça, c'est un choc, mais personne ne dit rien. Donc, on est là, on regarde, et quelques secondes, le corps humain revient.
C'est quelque chose qui s'est passé en une fraction de seconde. Et là, il nous a parlé encore un peu, il nous dit, bon, voilà, moi, je voulais te parler de ça. Est-ce que tu penses que tu es prête à adhérer? Est-ce que tu veux? Il a aussi parlé aussi à mon frère et tout. Si vous voulez, moi, je vous parraine et tout. Est-ce que vous voulez? Il insistait à nous poser la question. Il voulait qu'on dise genre oui, par exemple. Donc, on lui a dit non, on va pas te répondre aujourd'hui. Pardon, laisse-nous rentrer, on va aller réfléchir et puis on va t'appeler. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Allez y réfléchir et tu me fais signe, Dami. Je dis, ok. Quand on part, le grand nous donne 10 000. DMG, les 10 000 étaient sales, c'était noir, c'était un vieux 10 000 qui n'a pas le nom. Alors que lui, il a toujours les billets dans les liasses bien craquants, tirés, que tu sens que l'argent est toujours bien rangé là. Le billet là était sale, les 10 000 qu'il nous a remis. Même quand il tendait les 10 000 là, j'ai regardé comme je dis que merde, c'est encore quelle gamme ça aujourd'hui. C'est comme ça, on dit qu'on part. Le taxi qu'on prend même pour rentrer, dès qu'on monte dans le taxi, on s'assoit. Le taximan, c'était un papa sénégalais. Il se tourne, il nous regarde, il dit que, hey, vous revenez d'où? On dit, on revient d'où comment? On vient d'où comment le boss et tout machin. Il nous dit, non, là, vous revenez, vous étiez à une réunion. On dit, on était à quelle réunion? Nous, on était juste à 3 là-bas. C'était bon, une réunion de 3 personnes. Il dit qu'il y a 3 personnes. Il y avait les gens partout. C'était une réunion. C'est vendredi, c'était la réunion là où vous étiez là-bas. Ils avaient leur réunion de sorcellerie. Donc, il y avait les gens autour de nous, mais nous, on ne les voyait pas. Maintenant, le vieux papa sénégalais nous explique parce que lui, il a vu ça quand on est monté dans son taxi, comme lui aussi, il voit des choses. Et il nous dit, en fait, vous étiez là. Si vous avez seulement accepté de dire oui, on accepte, le voile devait tomber et vous devez voir tout le monde. Et là, vous aurez adhéré à l'instant T. Donc, on était même à la réunion comme ça, là, mais on ne voyait pas tous les autres gars parce qu'on n'avait pas parce que on n'a pas les yeux ouverts spirituellement dans leur sorcellerie, quoi. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous a choqués quand le vieux là, nous a déposés chez nous. On est rentré, on n'a pas dormi toute la nuit. Le lendemain, le grand m'appelle. C'est son appel qui me réveille. Quand j'ai vu ça, j'ai juste bloqué le numéro jusqu'aujourd'hui. On s'est croisés une fois dans Libreville, dans les grooves et tout. Il m'a fait un petit sourire, genre... un sourire mesquin. Voilà, un genre de sourire, quoi. Et puis, moi, je l'ai juste regardé au loin et l'histoire est restée comme ça. Mon cousin et moi, on est là. On n'a jamais adhéré. Les 10 000, on n'a rien fait avec les 10 000 là-haut. Dans le taxi, quand le vieux là nous a parlé, on a pris, on a jeté. Je ne sais pas où avait l'argent, il me dit qu'elle sort de la loge. Je ne sais pas où avait mon frère. Donc, c'était ça l'histoire, les filles. Soyez vraiment très vigilantes. Il y a des personnes qui viennent, même les gars. Oh non, tu es mon bon petit, tu es ma bonne petite, je vais t'encadrer. Souvent, après, c'est pour te mettre dans la merde qui va te casser la tête, en fait. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Et puis, voilà. Bonne soirée, Merci famille. beaucoup, Dami, pour l'histoire. Dans les commentaires. Soirée, voilà. Ok, dans les commentaires. Une puissante histoire. Et voilà. J'ai beaucoup apprécié la partie où elle dit que si elle avait dit oui, c'est sûr, à ce moment-là, le voile devait tomber et elle devait se rendre compte qu'elle n'est pas seule dans la pièce. C'est souvent comme ça, c'est souvent un accord, il faut l'accord là. Remarquez bien, si vous êtes attentif aux histoires qu'on raconte ici, vous allez remarquer que l'autre est parti chez le marabout a demandé, ok, tu es sûr que tu veux? Il faut que tu dises oui. Il ne peut rien faire si tu ne dis pas oui. Il ne peut rien faire si tu n'es pas d'accord à la base. Il ne peut rien faire. C'est toi-même qui dois accepter. Tu dois dire je suis d'accord. Soit tu es d'accord, soit quelqu'un t'introduit. Ça, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ici dans les commentaires, là, celui qui me demande, je mange le coquille. Je ne mange pas le coquille, monsieur. Je vais aller dormir chez moi, après je trouve une boule de coquille sur mon lit, mon ami. Je ne mange pas le coquille. Merci beaucoup, Fiona. You are just breaking the yoke of this. C'est la magie. Aujourd'hui, c'est bizarre, hein. Ça veut dire que toi, tu as la grâce sur toi, tu es venu changer carrément la donne. Bon, normalement, moi, je voulais pas monter aujourd'hui pour raconter, mais bon, comme je suis monté, je vais quand même raconter une histoire. Bon, alors l'histoire, c'est mon oncle qui l'a vécu, donc le petit frère mon oncle, en fait, le petit frère de ma mère. C'était, on peut dire ça comment, un gars un peu chaud, tu vois. Ça s'est passé au Gabon, précisément en Zaïon. Donc c'était un gars qui était chaud, donc on peut dire ça comment. Il était dans les gangs, en fait, genre le braquage, des trucs comme ça, fumer le chanvre et tout, tu vois. Et donc, il n'a pas réussi. Et au bout d'un certain moment, il a
recroisé un ami avec qui il braquait avant. Et donc, le gars avait totalement changé. Ses habits avaient changé, la couleur de sa voiture, c'était la même couleur des habits. En fait, le gars était devenu classe, vraiment brillant, il brillait et tout et tout. Et donc, c'est comme ça, mon oncle lui a demandé que, mais man, comment tu as fait pour atteindre ce niveau? Tu roules maintenant en Mercedes, tu es dans les grands costumes et tout et tout. Le gars, bien sûr, il n'a pas voulu dire. Il achetait juste à boire à ses amis. Et voilà quoi, il ne voulait pas dire son secret. Et mon oncle, avec l'un des autres amis, ils insistaient sur la provenance de l'argent de leur ami. Mais le gars ne voulait pas, il voulait pas dire. Il voulait pas dire. Il disait toujours, les amis, amusons-nous, et buvons, mangeons et tout, c'est l'important en fait. Et donc, au bout d'un certain moment, les gars l'ont tellement harcelé. Il a dit, ok, je vais vous dire où je trouve mon argent. Mais le truc, c'est que vous ne devez pas dire ça aux gens. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ils étaient 4. Il a dit, bon, chacun aura son jour. Donc, je vais vous appeler à tour de rôle. Donc, mon oncle, lui, il est passé le jeudi. Donc, il a reçu son appel pour le jeudi pour aller rencontrer le grand maître qui donne l'argent à son ami. Et donc, le jeudi, il vient pour chercher, son ami vient pour chercher mon oncle. Ils partent. On a une zone à Libreville qui s'appelle Mindoubé. Donc, là-bas, il y a les cimetières. Donc, ils sont rentrés dans le cimetière. Mon oncle avait peur. Il était pratiquement 23h, 24h. Mon oncle avait peur que, ah man, comment tu m'amènes dans le cimetière? Est-ce que c'est sûr? Je t'ai dit, amène-moi. Ou toi, tu gagnes l'argent, mais toi, tu m'amènes au cimetière. Il dit, non, man, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Viens seulement avec moi. Je vais te montrer où je prends l'argent, mais juste que tu ne dois pas dire aux gens ce que tu vas voir. Il a dit, il n'y a pas de problème, man. Toi, tu es ma personne, tu es mon ami, je vais garder le secret. Donc, c'est comme ça, il a présenté mon ami devant une tombe. Il a dit, bon, ce que tu t'apprêtes à voir, tu ne dois pas le dire à la famille. Donc, c'est comme ça, son ami a pris un couteau, il s'est coupé la tête. Devant lui, en fait. Allô? Oui, je t'écoute. Voilà. Donc, son ami a pris un couteau, il s'est coupé la tête sur la tombe. Donc, il s'est mis debout sur la tombe, il s'est coupé la tête devant mon oncle. Et il est mort, en fait. Mon oncle dit qu'il est mort. Son corps est tombé, il est mort. Mais au bout de 30 minutes, il ressort derrière la tombe, habillé tout en blanc. Donc, il se présente devant mon oncle, il dit, voilà, c'est ce rituel qui me donne l'argent. Donc, c'est à partir de ce rituel-là que moi, je suis riche. Donc, toi, normalement, pour avoir l'argent maintenant, où tu as vu mon secret, je t'ai déjà montré comment procéder. Donc, on va maintenant procéder au rituel et tout et tout. Donc, mon oncle pris de panique et tout, quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il a eu peur, il s'est enfui du cimetière. Et quand il s'est enfui du cimetière, le lendemain, il a réussi à rentrer à la maison, mais le lendemain, il est tombé malade. Donc, la famille n'a pas compris quelle maladie il avait parce qu'on a fait les hôpitaux et tout. Rien, on ne trouvait pas la maladie. Donc, c'est comme ça, ma grand-mère, plus que c'est une dame qui soigne, qui fait des bains, des purifications, des trucs comme ça. Elle a dit à mon oncle que où tu es parti, faut nous dire la vérité, il faut te confesser pour que nous puissions t'aider à guérir. Si tu ne nous dis pas, on ne peut pas t'aider à guérir. Donc, c'est comme ça, mon oncle va révéler le secret que son ami l'avait montré. Mais aujourd'hui, mon oncle n'est plus tout à fait normal. Parfois, il est là avec vous. Parfois, il tombe dans la folie. Parfois, il est avec nous. Parfois, donc, il n'est plus vraiment normal. Donc, c'était un peu l'histoire que j'avais eue. Je vous ai raconté là, c'est le vécu de mon oncle. Mais il vit toujours. Ça va par la grâce de Dieu avec les prières et tout ça, ça va. Merci beaucoup, Gisma, pour l'histoire. Merci encore. Gisma, c'est Gisma. Hein? Bonsoir DMG. Merci de m'avoir fait monter. Bonsoir, je vais bien. Normal. Bonsoir à toute la communauté des DMJ. C'est moi qui t'ai envoyé l'histoire de ma copine Imelda, qui est morte et qui a voulu m'emmener avec elle.
Là, je pense vais que ça, raconter j'ai maintenant posté l'histoire sur de... YouTube déjà. Mhm. Oui, j'ai regardé ça, je pense, hier ou avant-hier. Là, je vais raconter l'histoire de ma tante qui, malheureusement, ça a très mal fini. Mais je vais quand même la raconter parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Puisqu'on est là, c'est pour sensibiliser. Je devais avoir 13 ans ici à Libreville, au Gabon, dans le quartier de la Cité Rose, en Zaïon. Je vivais avec ma mère, ma petite sœur et la petite sœur à ma mère, donc ma petite tante. On était dans une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Donc, ma mère avait sa chambre à elle et moi, je partageais la chambre avec ma petite sœur et la petite sœur à maman, donc notre petite tante. Tous les soirs, déjà, quand on a aménagé dans la maison était un peu sinistre. C'était dans une zone un peu éloignée parce que le premier boutiquier, quand on quitte de la maison pour arriver à la boutique, c'était une affaire de 15 minutes aller-retour. Donc, puisque maman, elle n'était pas si aisée que ça, donc il fallait qu'elle trouve un endroit adapté à son salaire. Donc, à cause de ça, on a pris cette maison-là. Elle rentrait dans son budget. Déjà, quand on aménage, les 2 premiers jours, quand on aménage, quand on sortait pour aller à l'église, par exemple, et quand on rentrait le soir, on trouvait toujours une trace devant la porte. Un genre de poudre noire, genre comme si on a écrasé le charbon et on a versé légèrement de façon à ce qu'on ne voit pas facilement. Mais à chaque fois qu'on rentrait, on constatait toujours cette trace-là. Et ce que maman avait pour habitude de faire, c'est qu'elle passait le pied sur la trace, genre pour briser en fait, genre ouvrir le passage. Et après, on priait et on rentrait. Ça nous a fait ça pendant 1 mois. Après un moment, on est en train de dormir pendant la nuit. J'entends ma tante en train de gémir, genre comme si elle était en train de faire l'amour. Je me réveille parce que moi, je me dis peut-être je suis en train de rêver. Donc, je me réveille. Je vois ma tante allongée, pas puisqu'elle dormait c'est elle qui était devant, ma petite soeur au milieu et moi, j'étais au mur. Je vois comme elle fait des gestes, genre quand on est en train de faire la chose. Et elle gémit. Je lui bouscule en fait. Je bouge, je dis, mais réveille-toi, réveille-toi. Je l'appelle par son nom, réveille-toi, réveille-toi. Elle se lève en sursaut. Et quand elle se lève, elle me demande, il fait chaud, qui a arrêté le ventilateur? Maintenant, moi, je lui réponds que, c'est pas toi qui as arrêté le ventilateur. Et puis, je te vois en train de faire les gestes bizarres là. Tu fais les les C'est à cause de ça, j'étais réveillée. Tu étais en train de rêver. Donc, je lui dis, tu rêves de quoi? Elle me dit, non, moi, je ne rêvais pas. Je suis en train de dormir, tu me déranges. On redort encore. 3 heures du matin, elle recommence la même chose. Et à chaque fois que je me réveille pour lui bousculer, le ventilateur est éteint. Quand elle se réveille, je lui pose la question que, c'est toi qui as encore éteint le ventilateur. C'est devenu même une dispute entre elle et moi. Tu as éteint le ventilateur et tu m'accuses que c'est moi qui ai éteint. Je dis, c'est pas moi qui ai éteint le ventilateur. C'est toi qui es en train de gémir. Moi, je me réveille pour te dire que tu es en train de faire des choses bizarres. Et je me rends compte que le ventilateur est éteint et tu m'accuses. Donc, ça a duré comme ça là pendant des mois. Mais la chose qu'elle nous cachait à nous, c'est parce que après, quand le secret est sorti, qu'elle a révélé ça. Donc, quand elle faisait des choses là, quand moi je lui réveillais, le matin, elle se rend compte qu'elle est mouillée. Genre mouillée. Voilà. Donc, mais ça, elle cachait ça pour elle. Autre chose aussi qu'elle a caché, c'est qu'elle rêvait effectivement. Parce que quand je lui posais la question que tu rêves de quoi, elle me répondait qu'elle ne rêvait pas, mais pourtant elle rêvait. Et quand elle rêvait, dans ses rêves, c'est qu'elle faisait l'amour avec un homme. Et ce qui a fait qu'elle a caché ça, c'est quoi? C'est parce qu'elle aimait ça en fait. Elle aimait le fait d'aller là-bas où on lui fait les choses dures. Donc, après, elle a commencé à tomber malade. Et comme ma mère elle était très chrétienne, elle tombait malade. À chaque fois, elle tombait malade. On l'amène chez le pasteur prie. Le pasteur lui pose la question que comment tu dors. Toujours elle cache, elle dit je dors bien, je n'ai pas de problème, mais j'ai une maladie qu'on ne trouve pas à l'hôpital. Après, puisqu'elle était en âge normalement de se marier, mais elle ne gardait jamais un homme. À chaque fois qu'un homme rentre dans sa vie, si elle a duré avec l'homme là, c'est 1 semaine. Et même les 1 semaine là, c'était les 1 semaine de palabres seulement. Lundi, ils sont bien, mardi, c'est la bagarre.
Mercredi, ils sont bien. Jeudi, là, c'est les injures, les assiettes qui volent, les casseroles qui volent. Donc, c'est ça là qui a commencé à attirer l'attention de maman. Maintenant, maman est venue vers nous, puisque c'est nous qui dormons avec elle. Puisqu'on a commencé à lui taxer de sorcière, elle sait ce qui se passe et elle ne veut pas dire, machin et tout. C'est là, maintenant, maman est venue vers nous. Maintenant, moi, j'ai raconté à maman exactement ce qui se passe depuis des mois dans notre chambre. Que ma petite maman, elle fait les choses bizarres et à chaque fois, le ventilateur est éteint. Elle et moi, ça fait les palabres. Moi, je suis pas venue te dire ça parce que je veux pas que tu penses que je veux que tu chasses ta petite soeur de la maison, genre les trucs comme ça. Maintenant, on fait maintenant asseoir la grande. Quand elle s'assoit comme ça, sa grande soeur lui pose les questions. Elle dit qu'elle ne veut pas répondre devant nous les enfants. Donc, nous, on sort. Mais malgré qu'on sort, je reviens quand même à la fenêtre pour écouter ce qui se passe parce qu'il faut que je sache. Donc, c'est là où j'entends la tante dire à sa grande soeur que, où tu vois là, depuis qu'on a aménagé dans la maison là, c'est vrai qu'on voyait des petits trucs, les choses qui disparaissaient, les télécommandes qui disparaissent. Tu déposes la télécommande sur la table, tu te tournes. Quand tu reviens, il n'y a plus la télécommande. Après, on te dit que c'est sur le congélateur à la cuisine. On ne sait pas qui a amené ça là-bas. On installe les habits à la corde, ça disparaît, les chaussures disparaissent devant les portes. Donc, malgré tout ça, elle dit maintenant que après, j'ai commencé à faire des rêves où je fais l'amour avec des hommes. Le matin, quand je me réveille, je suis mouillée. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine du fait que je n'arrive pas à attraper un homme. Et tout le temps, c'est les bagarres. Et moi, je n'ai pas envie que tu me chasses de la maison. Ne pense pas que c'est moi qui suis méchante. Mais je ne comprends pas aussi pourquoi à chaque fois qu'on me pose la question, je me mets en colère. Moi, ce n'est pas dans mes habitudes d'être en colère. Toi, tu connais comment je suis, mais je ne comprends pas. Donc là, maintenant encore chez le pasteur, le pasteur a fait comme il a fait. Je ne sais pas ce pasteur-là aussi, s'il était fort ou s'il n'était pas fort. En tout cas, il n'a pas trouvé la solution. Il a fallu qu'on l'amène maintenant chez les Noirs. C'est arrivé maintenant chez le Noir là-bas. Elle a dormi 3 jours. Ils ont pris son slip. Bon, ça, je sais que maman est venue nous raconter. Moi, je ne les ai pas accompagnés. On a pris son slip avec lequel elle a dormi, où elle a mouillé la nuit là. C'est avec le slip là, maintenant que le monsieur là a travaillé, soi-disant, que chasser le mari de nuit. Parce que c'est le mari de nuit là qui faisait qu'elle ne pouvait pas garder un homme physique. Il faisait la jalousie. Donc, il créait toujours les bagarres entre elle et ses vrais copains pour que lui continue à jurer de ma petite tante. Jusqu'à ce qu'on l'a séparée. Maintenant, des années après, elle nous a quittés, elle est partie ailleurs. Quand elle est partie ailleurs là-bas, ça a encore recommencé. Le marabout là aussi n'a rien fait. Là, elle sort d'une relation de 6 ans avec 4 enfants. C'était une relation aussi toujours tumultueuse. Je lui ai posé la question avant-hier, est-ce que tu es sûr que tu ne sais pas les mêmes choses que quand on habitait avec maman? Elle m'a dit, elle me raconte encore que c'est ça. Ça recommence toujours, je ne sais plus quoi faire. Là, elle se retrouve avec 4 enfants, une relation de 6 ans. Le monsieur a dit, il en a marre, il est fatigué. Et c'est passé même au telle sorte qu'il n'arrêtait plus que les ventilateurs. Le pauvre monsieur, il se réveille avec les hématomes sur le corps. Il se disait même que c'est sa femme qui lui tapait, alors que c'est même pas la femme. Donc là, c'est la situation dans laquelle ma petite tante là se trouve en ce moment. Le mari l'a quittée. Elle est restée avec les 4 enfants. Le mari a dit, il ne veut plus. C'est fini, c'est trop. Donc, c'était ça mon histoire. Donc, s'il y a jamais il y a quelqu'un ici là qui connaît comment on soigne ça, je ne sais pas comment est-ce que parce que ma tante n'a même pas les androïdes là. Elle ne connaît pas ça. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va pouvoir trouver la solution à sa situation. Et je ne sais pas si on réussit aussi à chasser ce mari de nuit. Je ne sais pas si c'est le même quand on était avec maman ou si c'est un autre. Je ne sais pas. Donc, si on réussit à chasser, est-ce que son mari va revenir? Ça aussi, c'est un autre cas. Donc, voilà moi mon histoire. Chère communauté, si parmi vous là-bas, il y a quelqu'un qui connaît, prière d'aider ma petite maman. Elle est fatiguée. Elle ne veut plus ça dans les rêves. Voilà. Elle veut ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Elle veut plus dans les rêves, elle veut physiquement maintenant. Voilà, elle veut garder ses hommes. En tout cas, dans les commentaires, tu auras sûrement ta réponse. Ok, merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci à toi. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans ma famille directement. En fait, c'est un oncle qu'on a toujours eu à pointer du doigt en disant qu'il était sorcier. Et vous-même, vous allez me dire à la fin de l'histoire s'il est sorcier ou pas. Ce qui se passe, c'est que quoi?
L'oncle en question a son frère qui allait épouser une femme dans un autre village, et quand son mari vivait encore, tout allait bien, les enfants allaient bien à l'école, tout se passait normalement. Mais quand le monsieur est mort, la dame a commencé à vivre des situations bizarres. Est-ce que tu peux encore monter le volume là? Vous me suivez? Vous me suivez bien? Oui, mais le volume est bas. Ah, ok, j'ai augmenté le volume. Non, mais on parle plutôt de la voix. Hein. C'est que ta voix est un peu ok. basse là. Donc, la femme a commencé Voilà. à vivre des situations bizarres. Un moment, elle se lève le matin pour aller faire les travaux champêtres. En sortant de sa maison, elle voit qu'il y a le sang devant sa porte. Mais elle ne prend pas, ça n'attire pas son attention. Une autre fois, elle voit comment les chats viennent pleurer à sa porte. Mais elle n'ose parler de ça à personne dans la famille. Jusqu'au jour où un de ses enfants, qui avait l'habitude d'aller écraser les arachides à la machine, les machines au pays, là on envoie l'enfant l'écraser les arachides, il part, il ne revient même pas, ce sont les voisins qui appellent en disant que ton enfant s'est coupé le doigt. On arrive au niveau de la machine, on se rend compte qu'effectivement l'enfant a perdu 3 doigts. Oh, ce n'est pas l'enfant qui écrasait. La personne qui écrasait a l'habitude d'écraser, mais lui-même il n'arrive pas à expliquer ce que l'enfant faisait pour que la machine coupe son doigt. Il a juste dit il avait déjà coupé le courant, et l'enfant, comme d'habitude, l'aidait à enlever les arachides qui étaient coincés dans la machine avec le pinceau. Comme on fait souvent au pays là. La maman a peur, elle pleure. Entre-temps, elle se dit que c'est juste un incident. Elle ne prête pas toujours attention à ça, mais la famille l'alarme en disant que l'oncle en question là, tu sais que parfois, c'est comme ça qu'il fait pour prendre les enfants des gens. Pas voir les gens au village pour qu'on essaye de protéger tes enfants, ou à défaut, tu entres fortement à l'église. Un autre de ses fils aussi, un jour, il a ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Chaque fois, il est dans le sommeil. Quand il se lève, il raconte toujours qu'il a eu les rêves bizarres, qu'on est venu le chercher. Il a les griffes, il a les marques sur le corps, mais sa maman aussi, elle n'est pas quelqu'un d'assez éveillant en fait, parce que pour elle disait toujours qu'elle fait ces choses simplement, donc personne n'allait jamais venir s'en prendre à elle ou s'en prendre à ses enfants. C'est comme ça qu'une fois dans le sommeil, son fils dit qu'il a vu l'oncle en question et que l'oncle en question lui a donné l'argent, il a pris. Il dit comme ça à la mère appelle la famille pour dire que voilà, mon fils a vu telle personne, et la personne lui a donné l'argent dans le rêve. On lui demande que tu as pris l'argent dans le rêve, il dit oui. Mais tu as fait quoi avec l'argent dans le rêve? Il dit qu'il avait faim, il a pris l'argent et il a mangé avec. Quelque temps après, l'enfant tombe malade, on amène l'enfant à l'hôpital, mais on ne voit rien. L'enfant a duré, ça s'est passé à Loum, hein. L'enfant a tellement duré à l'hôpital, à Loum là-bas, qu'on l'a même chassé en disant que nous, on ne voit rien ici à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un truc mystique, c'est mieux d'amener l'enfant chez vous, comme ça vous le soignez. La fille dont est née de la dame, c'était une fille qui était déjà en âge de se marier, et elle avait son Joe au quartier, et tout le monde savait que la fille était enceinte. La maman même suspectait, mais la fille n'est jamais venue dire que comme tu vois la maman, je suis enceinte. Jusqu'au jour où on l'appelle en classe, on appelle la maman, on dit que ta fille est tombée en classe comme ça ne va pas. On amène la fille toujours à l'hôpital, on se rend compte que la fille est enceinte. Sauf que au moment de faire l'échographie, on ne voit pas, au niveau de l'échographie, on ne voit pas le dessin du fœtus, mais on voit plutôt le dessin d'un serpent. C'est ça qui a donc commencé à alerter la dame. Ça alerte donc la dame réunit donc toute la famille. On appelle les oncles, on appelle le monsieur en question même. Il vient, il suit tout ce que la famille a dit. Il dit que c'est pour ça que vous m'avez appelé. C'est pour ça que vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé pourquoi? Je ne l'ai même pas encore touché, vous m'appelez déjà. En tout cas, quand vous voulez montrer que vous êtes fort, préparez-vous. Parce que chaque fois vous plaignez, vous dites que c'est moi, alors que je n'ai même pas encore commencé. Vous vous plaignez déjà. C'est comme ça donc que la famille alerte donc déjà au niveau du chef du village. On signale au chef du village que voilà une situation. Le chef du village demande au monsieur de venir s'expliquer. On lui donne 3 jours, il ne vient pas s'expliquer. Ça n'a même pas fait, les 3 jours sont passés. On appelle en ville, on appelle tout le monde, on fait comprendre que l'oncle en question là, il est malade, il est à l'hôpital. On demande que, mais vous nous appelez pour nous dire qu'il est à l'hôpital, pour qu'on fasse quoi? Ils disent que
vu que l'oncle est seul, il n'a pas de famille, il n'a pas de familier, qu'il est à l'hôpital comme ça, on a besoin des gens pour donner l'accord pour qu'on l'opère, parce que lui-même, il refuse qu'on l'opère. On demande donc à l'oncle que mais tu es malade, tu as l'argent, laisse qu'on t'opère. Il refuse. Il a fait tout, il a refusé jusqu'au moment où les médecins ont dit que ça ne sert à rien même qu'on demande. Soit on l'opère, soit il meurt. C'est comme ça donc on appelle le chef de famille. Le chef de famille dit que si on peut le sauver, opérez-le. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi il refuse qu'on l'opère. On a opéré le monsieur. C'est le médecin même qui appelle, parce que quand quelqu'un au bloc, souvent la famille est en salle, comment on appelle ça? La salle d'attente. Les familiers sont en salle d'attente. Et puis, entre-temps, le petit qui était à l'hôpital, ça n'allait toujours pas, il est à la maison. Le garçon qui a coupé le doigt, j'ai oublié de vous dire, celui qui a eu les doigts coupés dans la machine écrasée, on n'a pas trouvé les doigts là. On n'a pas trouvé les doigts. Donc on a fouillé toute la pâte d'arachide, on n'a pas trouvé les doigts. La fille qui est enceinte, on fait l'écho et on voit que ce n'est pas le fœtus, mais c'est plutôt la silhouette d'un serpent. Au moment d'opérer dans le monsieur, vu que lui-même il a refusé qu'on opère et que c'est le chef de famille qui a donné l'accord pour qu'on opère, on trouve dans son ventre je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je connais le nom en ma langue maternelle, mais je ne connais pas traduit ça en français. C'est un peu Allô? comme une boîte en fait. Une boîte, vous savez, au village, généralement, au grenier, il y a des trucs qu'on tisse avec le fer pour mettre la viande dedans et sécher, comme les grilles. Dans son ventre, c'est un panier. Je ne sais pas si vous partez sur vos villages. Au village, dans la cuisine, là, il y a souvent des paniers avec en grillage. On garde souvent le piment, on garde souvent la viande, les trucs qu'on veut que ça sèche, en fait, ça devient fumé. On a donc trouvé ça dans son ventre. En l'opérant, on a trouvé ça dans son ventre. Ce que le médecin fait, en fait, c'est qu'il appelle la famille. Normalement, au bloc opératoire, personne n'entre si tu n'es pas soit du corps médical ou les infirmières ou les femmes qui viennent nettoyer là. Mais le jour où on a demandé à 3 personnes d'entrer, 3 personnes de la famille, ceux qui sont entrés, il y avait le chef de famille, il y avait le cousin du monsieur et une autre femme là, une voisine comme ça, qui habitait à côté, qui a dit qu'elle vient juste pour assister le monsieur avec les prières. Le médecin leur fait entrer donc, et même il voit. Le médecin dit que si vous voulez que j'ouvre, comme ça ensemble on va voir ce qui sort de là. On ouvre, on a vu dedans une tortue qui avait les cadenas, 3 cadenas attachés. On a vu les poupées, tu vois, avant les mamans, les enfants jouaient souvent avec les maïs, ils faisaient ça sous forme de poupée, non? Tu vois la tête du maïs qui a les trucs un peu comme les cheveux là. Il y avait ça et au niveau du cou, il y avait un fil rouge qui était attaché. Il y avait les 3 doigts de l'enfant qu'on n'a pas retrouvé et il y avait la photo de la femme en question, la photo de la maman des enfants là. Et c'était écrit derrière que soit tu me prends comme le successeur de ton mari ou alors toi et tes enfants vous allez payer. C'est donc comme ça que tout le monde a vu. Quand tout le monde voit comme ça, le médecin demande OK, sortez, si vous voulez, prenez les photos, vous montrez à la famille. Et moi, je vous recommande d'aller vite au village parce que ce que moi je vais faire, c'est que je vais le maintenir un peu dans un coma superficiel pour que en fait, il n'ait pas le temps de s'affoler et de dire que je vous ai dit de ne pas m'opérer. C'est donc comme ça que l'oncle est reparti au village. Le cousin est rentré directement à Melon. Et la dame qui était là-bas avec eux est restée à Lom. L'oncle et le chef dont alerte la famille, ils envoient les photos, tout le monde voit. C'est là où maintenant on fait pas de ça au chef du village. Le chef du village dit que, en fait, c'est son, comment on appelle ça, le retour qui arrive parce que on lui avait donné 3 jours pour venir dire si effectivement c'est lui qui dérange la femme et ses enfants ou pas. Il a dit qu'il ne venait pas. Et maintenant, on l'a poussé dans une situation où on a découvert son secret en l'amenant à l'hôpital. Vu qu'on l'a opéré et on a vu son secret, il a 2 options. Soit il revient à la vie, il détache les gens là
et il meurt de lui-même. Soit il revient à la vie, il détache les gens là et maintenant les gens du village vont le tuer. Parce que généralement chez nous, quand on sait que tu es un sorcier et que tu as passé du temps à faire du mal aux gens, on te tue sur la place publique, on te brûle. Les jeunes du village sortent, ils te brûlent. C'est donc ce qui s'est passé. La dame en question, elle est partie. Ce qui a même fait que le plan n'a pas marché, c'est parce que la voisine, là, comme elle a vu, elle a parlé de ça à tout le quartier. Ce qui fait que même dans le quartier, en fait, ils avaient, je vais dire dans la cour, en fait, au village, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la sorcellerie avec l'oncle, là. Et le fait que la femme ait parlé de ça et que les gens ont su, beaucoup ont même fui. Quand le monsieur est donc revenu à la vie, après l'anesthésie, on demande à l'oncle, le médecin dit à l'oncle que bon voilà, ta famille a décidé que je t'opère. Quand je t'ai opéré, voilà ce que j'ai trouvé. L'oncle a commencé à crier que non, je vous avais dit de ne pas m'opérer, pourquoi vous m'avez opéré? Maintenant il faut que je meure, il faut que je meure, il faut que je meure, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Le médecin ne pouvant pas le contraindre à rester à l'hôpital, on a dû le laisser sortir. Le monsieur donc est reparti chez lui. Il arrive chez lui à sa grande surprise, c'est que toute la famille était là-bas. Parce que le médecin a alerté le chef de famille en disant que le voilà qui est quitté de l'hôpital. Je ne sais pas où il part, mais je vous dis quand même parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Il rentre dans les trous, on trouve que toute la famille est là-bas. On a même amené l'enfant qui était malade, la fille qui était enceinte et tout. Le monsieur arrive, il était dépassé, il a pissé sur lui, il a commencé à dire que ouais, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je faisais tout ça parce que je convoitais la femme en question. Elle me plaisait beaucoup et je voulais qu'elle me prenne comme le successeur de son mari, sauf que elle n'a pas cédé à mes avances. C'est moi qui ai mangé tel dans la famille, c'est moi qui ai eu à faire telle dans la chose. Quand il a donc commencé à dire tout ça et qu'il voulait maintenant citer les gens avec qui il faisait la réunion, on a seulement suivi, ma tante m'a dit qu'on a seulement suivi l'éclair dans le ciel, et puis il est mort du coup. Il est mort subitement comme ça. Après donc ça, son deuil ne s'est même pas passé dans des bonnes conditions parce que beaucoup de membres de la famille ont dit qu'ils n'assistent pas au genre de deuil là parce que c'est quelqu'un qui a passé le temps à bloquer, à manger les enfants des gens dans la sorcellerie. Lui-même, il n'a pas d'enfants, il n'est pas marié. Il a seulement les duplex, les maisons un peu bizarres, mais il n'habite pas dans ces maisons-là. Il est toujours dans une petite maison en cabane qui n'a même pas le plafond. Personne n'a voulu assister à son deuil et les notables ont fait donc un deuil à part. Et la femme en question, elle a maintenant avoué que le monsieur lui faisait les avances tout le temps, mais elle n'a pas cédé. Et elle ne pensait pas qu'il pouvait se baser sur ça pour lui faire du mal à elle et à ses enfants. On a donc pris tout ce qu'on a trouvé, qui est sorti de son ventre là, on a brûlé et on a commencé à les suivre au village spirituellement. La femme en question, elle a même fui, on peut dire qu'elle a fui le mariage parce qu'elle a abandonné tous les biens de son mari, tout ce que son mari possédait, elle a fui et elle est rentrée dans sa famille. Maintenant, ceux dont on n'a pas pu citer le nom, qui étaient aussi sorciers avec l'oncle en question, se sont vus aussi étiquetés au village. Ils ont commencé à fuir les gens, à fuir les réunions de famille. Et jusqu'à aujourd'hui, une partie de la famille dit que non, il n'est pas sorcier. L'autre partie dit qu'on ne veut même plus parler de lui parce que ce qu'on a d'abord retiré dans son ventre, ce n'est pas quelque chose de normal en fait. Et après, la fille qui était enceinte, elle a accouché un beau bébé. On faisait les échographies, on voyait bien maintenant le fœtus, on ne voyait plus le serpent. Sauf que en quittant l'homme, en partant sur Douala, ils ont été persécutés pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et chaque fois qu'ils partaient au village, on disait que le monsieur, c'est vrai que le monsieur est mort, mais son esprit rôde toujours. Il faut qu'on parte canaliser son esprit là, pour que son esprit ne dérange plus les gens dans la famille en fait. Et l'histoire est finie. C'était la première histoire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Chocolato. De rien. On peut dire que je me suis disputée un peu avec ma maman pour quelque chose d'un peu grave que je n'ai pas commis, mais elle a pensé que je l'ai fait au fait. Parce que ma maman, au début, elle ne me faisait pas beaucoup confiance puisque je n'ai pas vécu avec elle et tout. Donc, elle m'accusait pour quelque chose dont je n'étais pas coupable. Donc, pour ça, elle m'a dit de quitter sa maison. Moi aussi, sans demander à mon père, j'ai quitté la maison et tout. Parce que j'avais un sugar daddy qui voulait faire tout pour moi et tout. Parce que j'aimais la belle vie. On me bien dit, j'aime toujours la belle vie. Mais avec lui, je me sentais tellement à l'aise et tout et tout.
Donc, un beau jour, quand ma mère m'a mis au dehors, je suis allée le voir et il m'a dit, ça, il n'y a pas de souci, ce soir, je vais dormir à cet endroit. Le lendemain, je te trouve un endroit pour toi où tu vas vivre. Alors, il m'a mis dans un grand appartement avec tout ce que je désire en fait. Et j'étais très à l'aise avec lui. Sans pour vous mentir, très très à l'aise avec lui. Donc, où il était, en tout cas, c'était à Makori. Et je répète encore, c'était quelqu'un de très important. Il avait même de pêche. Parce que c'était un Aoussa. Mais comme vous voyez, les Aoussa, on peut dire, les politiciens Aoussa, ils parlent bien le français et tout. Tu vas pas dire que ce sont des gens graves et tout. Voilà, donc bon, voilà. Et quand il m'a installé, je vivais à l'aisement et je m'ennuyais là. Souvent, je quittais là pour venir voir ma famille à la maison et tout. Je saluais, je donnais de l'argent à tout le monde. Je vous ai déjà dit que mon père avait une situation très compliquée. Donc, je venais lui donner de l'argent. C'est-à-dire, je pouvais même lui donner même des chèques souvent. Parce que le monsieur me gâtait. Plus de 2 ans, il ne m'a jamais demandé de sexe. Et bon, j'étais contente, il me disait, parce qu'il m'a pris en tant pour moi, pour une fille, au fait. Il m'a pris pour quelqu'un, comme si j'étais sa fille. Et j'ai aimé la compagnie dont il me portait parce qu'il me considérait comme sa fille. À le dire en tout cas, c'est ce qu'il m'a fait croire. Et voilà, tout ce temps, je vivais avec lui à l'aisement et tout. Il me faisait voyager et tout et tout. Et voilà, un beau jour, je suis venue voir ma maman. Elle m'a dit qu'elle a une impression très bizarre, qu'il y a des choses qui se passent, qu'elle fait des trucs, des rêves et puis des révélations. Parce que ma maman, c'est quelqu'un, c'est comme si elle est clairvoyante. Donc, elle a dit qu'elle voit des choses et ça ne l'arrange pas. Elle voudrait que je vienne rester à la maison. Je ne voulais pas rester avec elle parce que je vivais une vie de rêve. Donc, bon, j'ai dit, mais si le vieux est avec moi jusqu'à présent, ça ne dérange pas. Donc, bon, je vais venir à la maison. Alors, je suis quittée à Makori, je suis venue chez mes parents. Et ma maman, parce que vous avez déjà dit, elle faisait les voyages Maroc, Côte d'Ivoire. Donc, elle m'a dit qu'elle devait voyager. Mon père, il allait voir sa femme et tout. Donc, c'est moi qui surveillais mes petites soeurs. Donc, un beau temps, le vieux m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir chez moi à la maison? Allô? Oui, oui, on te reçoit. Ok. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je viens, je vais venir tout à l'heure. Alors, quand je suis arrivée, il y a mon instinct qui me disait de ne pas rester. C'était plus fort que moi, mais je ne voulais pas écouter parce que je me sentais, parce qu'il a toujours tout fait pour moi, donc il n'y avait rien à dire, quoi. Donc, il m'a invité et pourquoi je vais rentrer à la maison? C'est ce que je me disais. Quand j'étais assise tranquillement avec lui, il m'a fait manger et tout. Donc, il m'a acheté un téléphone et tout et tout. Donc, j'étais contente et puis je l'ai remercié parce que je voulais avoir cette marque de téléphone. Alors, donc, j'étais tellement contente que j'ai pu écouter mon instinct. Et c'est un coup par hasard, parce que je vous ai dit que je vivais avec ce gars-là. Donc, un coup comme ça, parce que je vivais avec plus de 2 ans, je n'ai jamais remarqué qui... Oh non, il avait... Donc, je viens avec l'histoire. On va aller doucement. Ok, d'accord. 2 ans avec lui, je n'ai jamais remarqué que ce gars-là avait quelque chose de terrible parce que je vivais avec lui, je n'avais rien remarqué et tout ce temps je mangeais, j'étais à l'aise, je voyageais et tout, je n'avais jamais remarqué des trucs aussi malfaisants envers lui. Voilà, donc quand il m'a acheté l'autre téléphone, c'est-à-dire je le négligeais tellement que de toute façon j'étais tellement contente d'avoir le nouveau téléphone que l'autre il est tombé par terre. Alors j'ai essayé de le ramasser et j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle, c'est-à-dire le monsieur n'avait pas de pied. Je vous jure que le monsieur n'avait pas de pied. Je suis sérieux, hein? C'est que c'est mes yeux qui ont vu. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'étais tellement paniquée, mais je ne savais pas quoi faire. Alors je savais qu'il avait des gardes et tout, donc je ne pouvais pas paniquer sur un coup pour dire je vais partir. Tu vois, je ne pouvais pas paniquer sur un coup pour dire je vais partir. Alors je me suis calmée et j'ai continué avec ça. Donc, je suis allée doucement jusqu'à avec lui. Il m'a dit qu'il va m'emmener dans un endroit bien, on va bien s'amuser et je vais rentrer le lendemain. Parce que moi, je voulais rester puisque je voulais en profiter du temps passé avec lui, tu vois. Parce que je me suis dit, les parents ne sont pas là, je vais profiter de ce temps jusqu'à le lendemain. Et quand j'ai vu ça, mon souffle s'est coupé parce que j'ai eu tellement peur que c'était comme si mon cœur allait sortir de ma poitrine parce que j'avais tellement peur.
Et donc, je n'ai pas essayé parce que je sais pas, d'un coup, j'ai eu ce petit courage qui est venu en moi qui m'a dit non, reste tranquille. Alors, je continue encore le chemin avec lui parce qu'il avait des gars. Je vous ai dit qu'il avait un cortège, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très important. Je ne peux pas dire son nom parce que j'ai très peur. Et puis, je l'appelais papa. Et donc, Et donc, oui. Allô? 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 Oui. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc, et j'étais tellement surpris de ce qui s'est passé, donc je l'ai suivi tranquillement et on est arrivé dans un endroit, c'est-à-dire grand, vaste et tout, il y avait la piscine et tout et tout. Mais malgré tout ça, je n'étais pas à l'aise parce que je voyais que les gars, parce que d'habitude, les gars ne nous suivaient pas comme aujourd'hui, parce qu'il a senti que j'avais remarqué quelque chose de grave. Donc, il ne voulait pas continuer cette affaire avec moi parce que je lui avais déjà dit que mes parents avaient voyagé. Donc, il s'est dit que là, comme ça, peut-être il va trouver l'occasion de peut-être profiter de cet instant pour peut-être me tuer, je ne sais pas. Mais j'avais tellement peur que je ne savais pas comment faire. Alors, il m'a dit de sortir avec lui sur le champ. Je lui ai dit non, je viens. Donc, je suis sortie au balcon parce que vous voyez leurs fenêtres, façon vite, la nuit, on voit des deux côtés. Hein. Allô? Pourquoi tu coupes comme ça? Pourquoi tu t'arrêtes? Non, parce que je ne vous entends pas. Donc, je me suis dit que vous ne m'entendez pas, au fait. Je dois parler en même temps que toi, maman. Donc, les fenêtres dont on voit les deux côtés, la nuit, la journée, on ne voit pas des deux côtés. Donc, comme c'était la nuit, j'ai vu par la fenêtre parce que quand je me suis arrêtée au balcon, je cherchais le moyen de m'enfuir. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue. Je ne sais pas comment faire pour sortir. Je m'imaginais toutes sortes de choses. Et donc, je me suis arrêtée. J'ai dit, bon, je vais rentrer, je vais essayer de causer avec lui pour dire, voici telle situation qui est là, et puis je vais essayer de sortir. Et quand je tourne mes yeux, je vois que le monsieur me regarde par la porte. C'est-à-dire qu'il me fixait d'un nez tellement bizarre. C'est-à-dire, vous voyez, il était tellement pâle et tout. Donc, je vois que le monsieur me regardait. C'était comme si quand quelqu'un... Oh, il ne sait pas quand tu... Sérieusement, ça me fait tellement peur de raconter ça. Donc, quand je l'ai vu me regarder, excusez, j'ai peur. Parce que ça fait tellement peur. Parce que c'est moi, j'ai vécu l'histoire. Donc, ça me fait tellement peur. Essaie de respirer un bon coup là avant de raconter. Oui, ça va. Tu as peur? Ça va. Parce que c'est pas quelque chose qui a duré au fait. Et puis, il m'est arrivé trop de choses après ça, au fait. Parce que le gars, après que je l'ai vu comme ça, je n'ai pas voulu m'arrêter trop. Parce que je le voyais de l'autre côté. Donc, je l'ai poussé avec la porte. Et il était derrière la porte. Je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais derrière la porte? Il m'a dit, non, c'est quelque chose qui est tombé. Je suis en train de chercher. Je lui ai dit, mais quelque chose est tombé. Tu avais quoi, mais puis il est tombé, et puis je ne vois pas. Dis-moi, je vais chercher. Il me dit, non, laisse tomber. Après, les gars vont venir chercher. Il dit, ok. Parce que je dis, mais papa, tu vois, comme j'ai laissé les enfants, elles sont toutes petites à la maison. Donc, je commence à paniquer parce que les enfants, là, peuvent ouvrir la porte à n'importe qui et tout et tout. Donc, tu peux me laisser rentrer à la maison. Il s'est fâché. Il me dit, pourquoi moi je peux le faire ça pendant toute cette année hein, lui il a fait tout pour moi, il a participé à tous mes besoins. Maintenant pourquoi aujourd'hui quand lui il a besoin de moi je ne veux pas accepter lui sa proposition? Ça j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit non, c'est pas ça et tout. Il dit c'est les enfants, ou bien s'il veut il peut m'accompagner, je vais voir si les enfants se portent bien et puis je vais fermer la porte parce que je n'ai pas pris la clé et tout. Je vais fermer la porte et puis je vais revenir. Il m'a dit non, ça ne peut pas se faire, il faut que je couche avec lui ce soir ou bien moi et lui c'est fini. Alors j'ai dit, mais papa, toi, mais tu connais. Bon, ok, accompagne-moi. Oui, je vais partir avec tes gardes comme d'habitude. Comme il me dépose là, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il me dit, non. Il a commencé à parler. Il commence à être agressif et tout. Donc, parce que moi, j'avais remarqué quelque chose. Il a su que j'avais vu quelque chose. Donc, il a appelé ses gardes. Je m'attendais à ma mort surprise. Et puis, il a dit à ses gardes de venir avec moi. Et que si tout est prêt à la maison, moi, je reviens le trouver. Que les gars n'ont qu'à me suivre jusqu'à chez moi. Donc, quand on est arrivé, j'avais tellement peur. Donc, je suis rentrée, j'ai fermé la porte, je ne suis plus passée. Mais les gardes, je ne les ai plus vus, en fait. Ils sont partis. Donc, après ça, ma maman est revenue parce qu'elle a fait ses 1 mois. Et quand elle est revenue, le lendemain que ma maman est venue, je suis tombée gravement malade. Cette maladie, c'était tellement mystique. Parce que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'allais très bien. Je voulais aller même au magasin de ma maman et revenir à la maison.
En même temps, j'ai eu tellement froid. J'avais froid et chaud en même temps. Je ne sais pas c'était quoi, mais j'avais froid et chaud en même temps. Et donc, maman, elle a commencé à avoir peur. Elle-même, elle se disait que j'étais enceinte parce que j'ai commencé à vomir et tout et tout. Je dit, non, comment ça, je suis enceinte? Je ne suis pas enceinte du tout. Donc, arrivé à l'hôpital, le premier médecin qui nous a vu, il a dit que non, j'avais le palu. Le lendemain, on est reparti parce que ça n'allait pas encore. Le deuxième dit non, j'avais la fièvre jaune et c'est pas quoi. Troisième jour, des fièvre typhoïde. Mais dans le quatrième jour, le gars me dit que je vais mourir parce que moi, je ne suis pas arrivée dans leurs hôpitaux et tout, qu'ils ne croient pas et tout. Que moi, je suis arrivée pendant 4 jours et puis eux ne savent pas ce que j'ai parce que le monsieur dit, lui, il voit la mort. C'est ce qu'il a dit à ma maman. Et je suis couchée parce que le quatrième jour, je n'arrivais plus à parler ni à marcher. La seule chose que je voyais, c'était le même vieux qui venait vers moi la nuit et me disait de venir. Et puis, il n'avait pas encore ses pieds. Alors, tout le temps, je courais pour aller dans la chambre de mes parents, pour aller me coucher là-bas, mais je ne dormais jamais. Pendant tout ce temps que je suis tombée malade, je n'ai même pas fermé les yeux. Et un peu comme ça, on a commencé à faire des prières pour moi et tout, parce que je suis musulmane, mais on a commencé à prier pour moi et un peu, j'ai commencé à parler, à voir clair. Et puis, ils ont expliqué que c'est cette affaire de sugar, que j'étais avec un vieillard, que ce vieillard voulait, que parce que mon étoile est tellement grand, c'est ce qui m'a sauvée, que parce que le monsieur a vu mon étoile, il a essayé de m'amadouer avec de l'argent parce que il savait que j'allais tomber dedans et après, il allait me tuer parce qu'il avait besoin de mon étoile pour travailler. Et après toutes ces prières que les gens ont fait pour moi, aujourd'hui, je vais très bien. Je dis merci à Dieu. Mais je vais vous dire encore que le vieux m'appelle jusqu'à présent. Il m'appelle pour dire de venir le voir. Et quand il m'appelle, je décroche parce que je ne sais pas ce que j'aime, mais je décroche en ce moment-là même. Je décroche toujours et puis on cause et tout. Je lui ai dit que je travaille maintenant et que je fais tous mes boulots et maintenant, j'ai plus besoin de son argent. C'est ce que je lui dis et puis je coupe son appel. J'ai décidé même de changer de plus parce que c'est quelque chose de récent. Donc, on peut dire que aujourd'hui, je peux dire ça va, mais j'ai toujours la peur. J'ai pas la peur au cœur parce que j'ai très peur de ce gars. Parce que même pour sortir au dehors, maintenant, je me dis que toute personne qui m'aborde, je commence à avoir peur d'eux parce que j'ai tellement peur où je suis arrêtée même en train de parler. Parce que ça fait maintenant 3 fois que j'essaie de vous raconter et puis c'est comme si le micro se coupe ou bien c'est comme si la personne il veut pas me laisser parler de ça aux gens. À part ma famille, personne ne sait ce qui s'est passé, voilà. Donc j'ai peur, je ne sais pas si je suis toujours libre et tout. Bon, c'est ça quoi. Voilà, c'était mon histoire. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, ce que tu dois faire d'abord, c'est changer le numéro. Voilà. Pour couper le contact, il faut changer le numéro. Si là ton numéro, il va toujours t'appeler, peu importe si tu veux décrocher ou pas. Et faire 2 ans avec un monsieur quelque part, peut-être que tu étais même sur son contrôle sans savoir son emprise, inoptisée. Oui, c'est ce que je me suis dit. Parce que je n'ai jamais remarqué son pied. C'était tellement bizarre. Voilà. En tout cas, donc, c'est mon conseil pour tout contact. Il faut essayer de changer de numéro et puis voilà. Merci beaucoup pour ton histoire. Non, de rien. Merci à vous. Donner, en fait, c'est un petit conseil à mes soeurs, petites comme grandes soeurs. Dans la vie, là, parfois, il faut se contenter de ce que l'on a. Et c'est une histoire qui est arrivée dans ma famille, donc à une de mes cousines. Bon, nous sommes nés dans une famille un peu nombreuse. Mon grand-père avait au moins 3 femmes. Donc, parmi lesquelles, il y a eu quelques petites jalousies entre les femmes, genre l'enfant tel préféré, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi les enfants de l'autre réussissent, d'autres ne réussissent pas. Bon, comme j'ai des sœurs qui sont en France, bon, qui ont quand même une vie assez pas aisée, mais assez stable. Donc, parmi elles, nous, on avait une autre cousine là qui était au village. Elle est arrivée à Libreville. Un bon jour, on nous appelle, on nous dit non. La sœur, elle est devenue folle. Ben, en fait, moi, j'étais d'abord surpris. Je dis, mais comment ça, elle est devenue folle? Et bon, je vais la surnommer Ada. Oh non, Ada est devenue folle. Comment c'est Ada est devenue folle? Bon, quand on a tenu une réunion de famille, voilà, et tout. Déjà, c'était une cousine qui ne fréquentait pas trop la famille. Parce qu'elle se disait, bon, gars, elle veut réussir à tout prix et qu'on sort. Donc, quand on arrive, on me relate l'histoire que non. Il y a les gens de son quartier qui ont commencé à chercher les parents. Lui, ils disent que du jour au lendemain, elle est devenue folle. Ils ont commencé à chercher les parents. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là où on restait. Bon, moi, on est à Libreville. Elle restait à La. Et comme ma tante, sa mère, elle en province, c'est l'aînée de la famille, ma tante qui est ici à Libreville, qui a dit, bon, ok, on va aller voir sur place qu'on nous raconte ce qui se passe. Arrivé dans son quartier, on nous a dit non, elle restait là quand on arrivait, elle louait une petite chambre et tout.
elle a commencé à raconter des choses comme quoi, oh non, je suis une princesse, voilà, je dois, tout ce que je veux dans la vie, je peux l'obtenir et tout. Mais avec cet esprit, l'esprit déjà embrouillé, on ne comprenait pas. C'est comme ça qu'on l'a pris, on l'a emmené chez un homme de Dieu, et on a essayé de prier pour elle et consorts. Et à la fin, maintenant, on lui demande, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que quand elle a repris légèrement ses esprits, elle a dit non, elle ne sait pas, en fait, elle voulait réussir à tout prix. Elle est allée dans une église, je ne sais pas si c'est dans une église ou dans une confrérie, mais juste pour avoir cette notoriété, c'est-à-dire montrer aux gens que j'ai réussi à avoir de l'argent, avoir aussi, bon, comme chez nous, du côté de maman, comme elle est du côté de maman, les filles ont tendance, la majorité des filles sont en France, vivent en France, donc elles ont quand même rencontré, avoir une petite vie stable, avoir des blancs et tout. Elle aussi, c'était son rêve, mais elle enviait tellement les autres qu'elle a voulu passer par autre chemin. Et du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle est devenue folle. Maintenant, on lui demande, non, qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé d'expliquer, non, voilà, elle a essayé de faire certaines pratiques, voilà, ça n'a pas marché. Et on lui a donné, l'église où elle priait là-bas, on lui a donné une maison. En fait, elle dit non, elle avait, au début on n'a pas compris, mais elle dit non, elle avait une maison où c'est une princesse. Quand elle va dans sa chambre, elle se met devant cette maison-là, elle a des serviteurs, elle a des gens qui viennent la servir et tout, c'est une princesse et tout, donc elle veut que tout le monde dans la famille, que tout le monde puisse compter sur elle, que tout le monde puisse la regarder, que non, elle doit dépasser tout le monde et qu'on sort. C'est comme ça, dit, mais attends, la maison dont tu parles, et puis dans ta chambre, on ne voit que des photos, des petits meubles et consorts. Elle dit non, comme en fait dans sa maison, elle avait un cadre. Il y avait dans sa chambre, elle avait un petit cadre bien décoré là, de façon vraiment bien designée là, et il y avait sa photo dessus. Donc le cadre en question, c'était son temple. On ne savait pas, donc tu pouvais rentrer dans sa chambre, tu voyais la photo, et il y avait sa photo dessus avec le cadre bien décoré et tout. Donc, elle m'a dit non, mais ce n'est qu'un simple cadre que nous on voit avec la photo. Elle dit non, c'est le cadre que vous voyez là, c'est comment on appelle ça? Elle disait c'était sa maison où à l'intérieur elle avait ses serviteurs et la photo représentait là où le pouvoir qu'elle avait, la classe sociale qu'elle avait dans ce monde-là. Donc elle ne sait pas ce qui s'est passé là-bas et elle a confondu entre la réalité qu'elle vivait là-bas et ce qu'elle vivait sur Terre. Et à un moment donné, elle a perdu la boule. Et je vous assure que c'était quelqu'un de très stable. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a sérieusement perdu la boule. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu attendre. Dans la vie, il ne faut jamais se presser. Il ne faut jamais se presser, il ne faut jamais envier quelqu'un. C'est toujours ça, c'est toujours les envies. Le fait de quelqu'un, tu ne sais pas comment il a fait pour travailler, pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Chacun naît avec ses grâces. Et en fait, c'est un peu de parler que ce soit aux filles comme garçons. Chacun naît avec ses grâces. Ne cherchez pas trop. Attends ton jour. Ton jour, pour l'autre, c'est aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui. Toi, c'est peut-être dans 10 ans. Attends. Peut-être ta gloire sera plus grande que celle de ton frère qui a eu ça aujourd'hui. Vraiment de patienter. Donc, c'était un peu essayer de rappeler aux gens de se maintenir. Si Dieu t'a donné ce que tu as, contente-toi du minimum. Contente-toi de ça, ne cherche pas beaucoup. Parce qu'à force de chercher beaucoup, là, tu ne pourras pas supporter. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Gérald, pour ton conseil, pour ton histoire. J'espère que tu vas remonter après nous raconter la deuxième. Oui, non, moi je peux même raconter, c'est juste un petit rêve que j'ai eu hier soir. C'est quelque chose de 1 minute même. Tu vas remonter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis là sur place. Super. Et le petit conseil que je donne, faut jamais confondre vitesse et précipitation. Faut jamais confondre vitesse et précipitation. Pourquoi? Parce que lenteur égale précision, précision égale vitesse. C'est mieux de prendre son temps et de faire la chose bien et une fois que d'être pressé, faire, refaire, pressé, faire, refaire. Tu perds le temps pour rien. Donc, faut pas être précipité. Faut faire, tu peux travailler rapidement sans être pressé. C'est pas la même chose. Bonsoir. Ton volume, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je veux raconter une histoire vécue par moi-même. Ok. Oui, j'avais fait la rencontre d'un monsieur. Je suis gabonaise. J'ai fait la rencontre d'un monsieur avec un
un joli véhicule orange et toi, monsieur, grand de taille et tout. Voilà comment le jour qu'on se rencontre, il me demande mon prénom, je donne mon prénom et puis bon, on s'est échangé de numéro et je suis partie à la maison. Voilà comment le lendemain, le monsieur m'appelle, il me dit, j'ai pas pu dormir toute cette nuit. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, mais je n'ai fait que penser à toi et tout. Tu me manques beaucoup. J'ai dit, ah, comme ça. Il me dit, oui. J'ai dit, ok, on verra bien si on peut se voir d'ici là. Il me dit, d'accord. 2 heures de temps après, il me rappelle. Oh, mais ma chérie, tu es aussi. Il dit, non, je suis à la maison et tout. Il me dit, mais vraiment, j'ai pas pu aller au travail. Je ne me sens pas bien. Vraiment, j'ai envie de te voir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ah, mais là, quand même, c'est quand même trop fort là pour le moment parce que je suis pas prête à venir là. Maintenant, ils sont en train de travailler. Il m'a dit, ok, d'accord, tu viens encore. J'ai dit, non, demain, je vais venir. Voilà comment, dans l'après-midi, il m'appelle. Il me dit, non, est-ce que tu peux venir me rencontrer là à la station? J'ai un cadeau pour toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens. Voilà comme je me suis habillée et tout. Je me suis habillée. Je vais me rejoindre dans la station. Quand j'arrive, il avait un cadeau dans la voiture qu'il m'a donné. Et il m'a donné une somme de 300 000 francs. Il me donne une somme de 300 000. J'ai dit, ah, tout ça c'est pour moi. Il me dit, oui et tout. Je veux que tu ailles te faire tresser. Tu fais les ongles et tout. Et puis tu te fais plaisir et tout. J'ai dit, ok, d'accord. J'étais contente. J'ai dit, ah, quand tu rencontres comme ça, là, me donne directement l'argent et tout. Et pour aller justement me tresser. J'ai dit, ok. Et bizarre, c'est qu'à chaque fois que le monsieur et moi se voyait, il me faisait la bise seulement au niveau du front. Jamais au jour, jamais à la bouche. Non, non, non. À chaque fois qu'on se voyait, il était très grand. Il me faisait toujours la bise au front. Et moi, je trouvais ça bizarre. Je dis, ah, ça c'est quelle façon d'être et tout. La bise, c'est seulement au front. Il ne s'intéresse à rien d'autre. Il me fait la bise au niveau du front, là, c'est quoi? Voilà comment à chaque fois qu'on se voyait, on ne faisait rien. Mais il me donnait toujours l'argent. Toujours l'argent. Aujourd'hui, je viens de me tresser. Quand on se voit, il me donne encore l'argent. On va te tresser. Il dit, ah, mais les tresses sont encore neuves. Et toi, oh non, je veux que tu sois toujours belle. Et tout. Mais non, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, est-ce que je peux te voir et tout. Je dis, oh, bon, il n'y a pas de souci. Déjà que c'est quelqu'un, on se fréquente déjà depuis longtemps, donc je ne vois pas pourquoi je ne peux pas venir chez toi. Voilà comment, quand je pars, je prends le taxi, j'arrive chez le vers aux Anguets. Voilà comment un taxi vient me prendre. Je trouve ça d'abord bizarre. Je dis, ah, pourquoi lui-même, il ne vient pas me chercher avec son véhicule? C'est maintenant un taximan qui vient me chercher. J'ai d'abord eu peur, dit, c'est pas pour aller me tuer ou bien je trouve ça bizarre. Le taximan s'arrête, me dit non madame, on m'a demandé de venir vous chercher. Je monte, mais en priant dans le cœur, j'avais peur. Voilà comment le monsieur va me déposer directement au niveau du portail du monsieur et puis il dit, oh bonjour patron, bonjour, voilà. Je l'ai amené. Quand j'arrive, le monsieur commence à dire, oh ma femme, oh madame Aubion et tout. Je dis, ah ok d'accord. Quand j'arrive, toujours la bise au niveau du front. Pas les noms. Voilà comment après, bon, on était là. Non, c'est un nom d'emprunt, c'est pas son vrai nom. Donc, voilà comment monsieur me dit, non, mais mets-toi à l'aise et tout, et machin, je pars. Non, mais il y a des riches, quoi. La maison, j'ai jamais vu une maison comme ça. Il avait tout dans la maison. Donc, bon, je vais pas tout dire, mais après, bon, je suis rentrée. Il y avait une chambre où il n'y avait rien que les vêtements. Donc, quand je rentre, il me dit, choisis un t-shirt, tu portes, tu te mets à l'aise, j'ai pris un t-shirt, j'ai porté. Voilà, quand je sors, je le rejoins au salon. Il me dit, fais-nous l'omelette, on va manger. Quand je pars, bon, comme tout là-bas était comme si sur ordinateur, les congélateurs parlaient, les trucs, il fallait poser des questions au frigo, à toutes les machines que je maîtrisais pas. Il est venu m'aider, tout le monde, il faisait tout. J'ai fait l'omelette. Quand je finis de faire l'omelette, on finit de manger maintenant. Il me demande d'aller en chambre. Quand j'arrive maintenant dans la chambre, le matelas, c'était un matelas qui a de l'eau à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais dormi sur ce genre de matelas et tout. J'étais contente. Quand je m'allonge, le monsieur, il vient. Il enlève mon sous-vêtement. Il commence à me lécher au niveau d'en bas là-bas. Je ne comprends pas. Ah, c'est quoi c'est ça? C'est comme si c'était même le bonbon. Il avait du plaisir vraiment à le faire et tout. Ça c'est quoi? Je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi j'ai laissé? Ensuite, quand il prend mon sous-vêtement, il porte ça sur la tête comme si c'était maintenant le chapeau. Il met sur la tête. Je trouve,
Le gars là, c'est un rigolo. Comme je me disais, peut-être il fait des trucs genre pour m'amuser et tout. Il a mis le slip maintenant sur la tête comme le chapeau. Après, il quitte sur moi. Quand il quitte sur moi, il va maintenant au niveau du salon. Il prend le téléphone. En fait, tout le temps qu'on était ensemble, il parlait au téléphone à voix basse. Je ne sais pas avec qui il parlait et tout, mais c'était à voix basse. Après, il a duré longtemps. Ça lui parlait à voix basse. J'étais là, la main dans mes prières. Quand il revient, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il a vu là-bas au salon, je ne sais pas. Il est revenu, il a enlevé le sous-vêtement qu'il avait sur la tête. Il m'a balancé ça, il me dit, habille-toi, tu pars chez toi. Moi aussi, je n'ai pas discuté, J'ai pris mes habits, je me suis réhabillée. Le monsieur qui me donnait souvent, s'il ne m'a rien donné quand il m'a vu, c'était 300 000 quand il ne m'a rien donné. Mais le jour, il m'a donné 6 000 francs pour prendre le taxi. Après, il me dit, bon, tu viens dormir ici samedi? J'ai dit oui, je vais venir samedi. C'est comme s'il m'avait chassé. En fait, je ne sais pas ce qu'il avait vu, mais il m'a pratiquement chassé. Il ne m'a même pas raccompagné avec son véhicule. Donc, je suis partie à pied. J'ai pris le taxi. Je suis rentrée à la maison. Il ne m'a plus jamais rappelé. Moi aussi, je ne l'ai plus jamais rappelé. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour l'histoire, Bernie. Et merci aussi pour le courage. Dans les commentaires, supporters apprécient le courage qu'elle a eu de raconter cette histoire-là. Merci beaucoup dans les commentaires. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va. Au fait, DMG, j'aimerais raconter l'histoire d'une amie, au fait, qui était dans ce qu'on appelle la tontine en Afrique, au fait. La tontine où chacun donne de l'argent tour à tour, au fait. Maintenant, il savait que c'est une amie à elle qui l'a amené, au fait, dans le groupe dans son groupe d'amis, au fait, pour qu'ils fassent la tontine ensemble. Maintenant, le problème, à chaque fois quand ils vont à la réunion pour aller faire la tontine, pour donner de l'argent, il savait que mon amie, elle reste toujours à côté, on la met à l'écart et les autres rentrent dans une maison pour aller se concerter, au fait. À chaque fois, maintenant la fille, maintenant, elle est restée là, elle dit, mais attends, elle dit à sa copine maintenant, mais pourquoi à chaque fois, quand on vient pour la tontine, tu me mets à l'écart et tu rentres avec d'autres femmes, vous partez vous concerter. Maintenant, sa copine lui dit, au fait, quand on va se concerter, c'est la vraie tontine, au fait, qui se passe dans la maison, en fait. Quand on va se concerter, c'est là les vraies choses se passent. Maintenant, la fille, maintenant, ma copine en question lui demande, mais c'est quelle tontine, au fait? Moi, j'ai envie d'accéder à ça, au fait. Je veux que tu me paies. Sa camarade dit, non, faut pas rentrer dedans, faut rester juste à l'écart. Diamant te laisse à l'écart, reste à l'écart. Elle dit, non. Elle dit, non, je veux forcément accéder à ce groupe parce qu'à chaque fois, tes copines, elles ont tout, elles ont la voiture, elles ont tout ce qu'il faut. Par contre, moi, personnellement, j'ai rien, je suis toujours à l'écart. Maintenant, la copine lui dit, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, tu veux accéder à l'autre tontine, à la grande tontine, il n'y a pas de problème. Là, elle dit, elle va aller demander au fait à la chef. C'est comme ça, sa copine se lève pour aller demander à la chef en question. La chef dit, il n'y a pas de souci, elle peut accéder à nos groupes de tontine. Et donc, c'est comme ça. La nuit, maintenant, pas dans la nuit, c'est-à-dire vers 1h du matin, sa copine vient la chercher pour dire non, comme tu dis, tu voulais accéder à la grande tontine, tu viens, on va aller à la réunion. Là, ma copine lui demande, mais attends, comment à 7h là, à 1h du matin, tu viens me chercher pour qu'on aille à la grande tontine? Elle dit non, viens, on va partir, puisque tu as dit que tu veux forcément accéder à la grande tontine, tout, à chaque fois tu me demandes. C'est comme ça, ma copine maintenant, elle suit maintenant les autres, elle suit sa camarade, ils vont dans un grand coin, au fait, c'est-à-dire comme une forêt franchement abandonnée. C'est comme ça, ils vont là-bas, arriver là-bas. Il y a une petite maisonnette là-bas, inachevée. Maintenant, la fille, maintenant, elle dit, ma copine, maintenant, elle dit, quand elle rentre dans la maison, elle va trouver, il y a des femmes qui sont arrêtées. Toutes les femmes, quand elle voyait en journée, les femmes sont arrêtées avec le sang dans la bouche. Maintenant, elle demande à sa copine, elle dit, mais là où tu m'as amené, là, franchement, tu m'as pas dit ça. Et la copine dit, non, tu m'as dit que tu voulais accéder au fait à la grande tontine, donc tu te plains pas, tu fermes ta bouche, tu viens avec moi. Maintenant, quand ils arrivent, il y a le sang dans la bouche. Maintenant, ils arrivent dans une autre pièce encore, dans la même maison inachevée. Ils vont trouver, au fait, il y a un bébé qui pleure là-bas. Maintenant, dès qu'elle arrive maintenant, la femme lui dit que tu es sûr que non, que tu veux accéder à la tontine. La chef, au fait, lui demande, tu es sûr que tu veux rentrer dans notre grande tontine? Elle dit, oui, je veux rentrer dans notre grande tontine, dans votre grande tontine. Ça, la femme dit,
Ah, nous, nos grandes tontines, là, franchement, pour rentrer dedans, franchement, tu gagnes l'argent. Mais l'argent que tu gagnes, là, c'est accompagné de beaucoup de pleurs. Est-ce que tu peux accepter ça? Elle dit, en tout cas, franchement, tout ce qu'on doit faire, moi, il n'y a pas de souci. Je vais accéder. Tout mon problème, en tout cas, je vais accéder. C'est comme ça, on lui dit maintenant, tu as combien d'enfants? On demande à ça, la chef demande à ma copine, tu as combien d'enfants? Elle dit, ah, moi, j'ai une seule fille. Les médecins m'ont dit, comme j'ai un problème de kyste, de myome, en tout cas, après ma fille, je pourrais plus faire d'enfants encore. Ah, eux lui ont dit, ah, tu peux nous donner ta fille, au fait. Elle dit, non, que je peux pas donner ma fille. Ma mère est vieille, mon papa est vieux. Si tu veux, en tout cas, tu peux prendre entre maman et puis mon papa. Parce qu'on dit, non. Soit tu donnes, au fait, ta fille, là. Mais les vieillards, là, franchement, on peut pas les prendre parce qu'ils ont fini de faire, ils n'ont pas d'avenir, rien du tout. On dit, non, franchement, maintenant, on lui dit maintenant, bon, ok, comme tu dis, DMG, il y a eu peur, hein. J'ai cru que les sorciers ont poussé, sont Non, sont c'est pas toi, venus c'est pour de live mon en côté. Désolé. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça, en fait, ma copine en question, on envoie une calebasse, on lui donne un couteau de piquer, au fait, dans l'eau. Et c'est comme ça, elle prend, je sais pas, le couteau, elle pique, dès qu'elle pique dans l'eau, en même temps, tout l'eau devient sang en même temps. L'eau a changé de couleur. Elle était tellement effrayée, elle dit, mais c'est quoi? En même temps, elle voit l'image de son enfant, de sa fille unique. Maintenant, en même temps, dans le coin où ils sont partis faire réunion, ils étaient tous nus là-bas, elle est sortie comme ça en courant. Elle s'est dirigée à la maison. Et dès qu'elle arrive à la maison, sa soeur vient lui dire, ah, franchement, ta fille est morte, hein. Ta fille Fatima est morte, elle est en train de jouer avec les gens, elle est tombée, en même temps, elle est morte. C'est comme ça, elle a commencé à pleurer. Et elle est revenue, ils sont venus lui proposer un paquet d'argent, beaucoup d'argent. Elle dit qu'elle prend l'argent, même pour manger, elle n'arrive pas. La nuit, quand elle dort comme ça, elle voit sa fille en rêve. À chaque fois quand elle dort, sa fille vient lui demander, mais maman, pourquoi tu m'as tué? Qu'est-ce que je t'ai fait, maman? Pourquoi tu m'as tué? Je t'ai fait quelque chose. Chaque nuit, elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle a l'argent, elle a voulu tellement qu'elle voulait être tellement curieuse, avoir beaucoup d'argent, ressembler à sa copine qui avait la voiture, qui avait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, elle regrette, elle dort pas la nuit. À chaque fois, elle voit son enfant. Maman, je t'ai fait quoi? Maman, je t'ai fait quoi? Donc, c'est un peu ça mon histoire. Il faut pas être envieux. Faut pas avoir des femmes, au fait, qui sont dans les histoires de tontines, qui ont tout ce qu'il faut, qui roulent dans les grandes, qui ont des grosses voitures. Tout ce qu'une femme peut rêver pour suivre, au fait, ces femmes-là. La nuit, elles ne dorment pas. Elles vont vous dire, non, viens rentrer dans des tontines. Franchement, on donne que de l'argent. Après la tontine, ça devient autre chose après. Il y a autre chose derrière. Le diable, il est malin, au fait. Toute notre vie de maintenant, là, il y a plein de pièges, au fait, autour de nous. Que ce soit avec notre ami, notre entourage, plein de pièges. TMG, c'est un peu ça, quoi, en fait. Il y a une deuxième histoire qui m'est arrivée, mais j'ai remonté après, peut-être, pour raconter. Merci beaucoup pour l'histoire, Kali. De rien. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, ouais. En fait, l'histoire que j'ai à raconter, c'est pas une histoire en tant que telle. Comme j'ai une fille qui a juste à peine 4 mois, elle est née, bon, il y a dans mon quartier presque personne n'est encore venu voir l'enfant. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi au village, je sais que l'enfant, c'est pas tout le monde qui voit l'enfant. Et c'est pas tout le monde qui touche l'enfant. Donc moi, j'ai grandi avec cet esprit jusqu'à aujourd'hui. Même certains de mes parents ne connaissent pas, n'ont pas encore vu mon enfant. Et je ne laisse même pas certains de mes parents toucher mon enfant. Bizarrement, hier, ça c'est quelque chose qui est arrivé hier dans la nuit. Et on a une maman au quartier qui est un peu dans les choses un peu louches. Parce que quand je suis venu m'installer dans le quartier, il faut toujours écouter les histoires, essayer d'écouter les histoires des gens du quartier. Et c'est un quartier où on pratique beaucoup de bouiti. Il y a beaucoup de pratiquants ici. Et pas le bouiti dans le sens positif en fait. Donc hier, je suis en train de dormir sur une dame qui ne met pas pied chez moi. C'est à peine on se salue. Et elle, moi, le courant ne passe même pas entre elle et moi. Donc hier dans la nuit, je suis en train de dormir et tout. Donc je fais un rêve où je vois quelqu'un vient cogner à ma porte. J'ouvre, c'est elle qui est devant ma porte. Oh non, bonjour, comment ça va et tout? Oui, ça va bien et tout. Oh non, je venais juste te rendre visite. En fait, dans mon rêve, j'ai d'abord tiqué que cette dame-là ne vient jamais chez moi. En fait, c'est une dame, lorsqu'elle me voit la route, c'est quelqu'un qui a toujours du mal à me regarder dans les yeux. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai quand même un peu ce petit côté spirituel où je ne m'entends pas facilement avec les gens. Donc, dans le rêve, je dis que non, mais cette dame-là ne vient jamais chez moi. Qu'est-ce qu'elle a à venir faire, qu'est-ce qu'elle a à venir ici? Oh non, voilà, je suis juste venu te dire un bonjour et tout. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oh non, mais j'ai appris que ta copine a accouché, je suis venu voir l'enfant. Automatiquement, je me suis d'abord arrêté, j'ai dit, hé,
tu es venu voir l'enfant. Oh oui, je suis venu voir l'enfant comme depuis là. Et elle n'avait rien en main. C'est comme ça un cœur me dit au fond de moi, dans le rêve, hein, parce que j'ai quand même cette faculté de reconnaître quand je suis dans un rêve et je ne sais pas si c'est... Certains diront que c'est un peu de la sorcellerie, mais je ne dirais pas que c'est de la sorcellerie parce que j'ai tendance à pouvoir contrôler certaines actions que je fais dans les rêves. C'est-à-dire, il y a des jours, quand je fais un cauchemar, dans le rêve, j'ai la possibilité de me dire « réveille-toi » et je me réveille et je change de côté parce que quand je dors le ventre en l'air, automatiquement, je fais des rêves. Donc, elle me dit, elle est venue voir l'enfant, je dis, ah, un cœur me dit non, dis-lui que l'enfant n'est pas là. Et bizarrement, moi, ma chambre, je suis dans un studio d'une chambre. Donc, c'est comme ça, je lui dis non, l'enfant n'est pas là, l'enfant dort avec la grand-mère. Je ne sais pas ce qui m'a piqué, je lui ai dit non, mon enfant n'est pas là, elle dort avec la grand-mère. En fait, je lui ai dit non, l'enfant dort, mais oh non, mais va réveiller, je lui ai dit non, elle dort dans la chambre de la grand-mère. Moi, je n'ai qu'une chambre. Et bizarrement, mes deux grandes-mères sont décédées du côté paternel et du côté maternel. C'est comme ça que la dame me pousse, elle rentre dans la maison. Elle fait comme, tu vois, quand tu essaies de mentir quelqu'un et que la personne te dit non, l'enfant est là, tu mens, je vais voir. Donc elle me pousse légèrement, elle va directement, et pourtant, ma maison c'est une chambre. Et bizarrement, dans le rêve, je me retrouve avec 2 chambres. C'est comme ça qu'elle rentre dans la chambre que j'ai indiqué que la grande-mère dormait. Elle rentre, elle regarde. Et effectivement, il n'y avait pas l'enfant à l'intérieur. Un cœur, j'ai été soulagé. Tu vois, quand tu as menti quelqu'un et que la personne a essayé de découvrir son mensonge, mais il se rend compte que tu avais raison. C'est comme ça, oh non, elle a changé maintenant de rire. Oh non, c'était juste, je voulais voir l'enfant depuis que l'enfant est né, je ne suis pas venu voir l'enfant et tout ça. C'est comme ça, le matin, je me réveille. En fait, je me rends compte que vraiment dans la vie, là, et avec des histoires que j'ai entendues dans cette émission, vraiment, il faut que beaucoup de gens soient très attentifs. Très attentifs. Si j'avais fait l'erreur, donc j'ai raconté ça à ma copine, je lui ai dit non, voilà ce que j'ai eu à vivre. Et automatiquement, j'ai su que non, j'ai bien fait. Et elle aussi, elle me dit automatiquement non, bon voilà, tu as bien fait de ne pas lui présenter l'enfant. Parce que si les gens ne peuvent pas venir atteindre l'enfant physiquement, ils viendront dans la nuit pour venir te toucher l'enfant, pour venir te prendre l'enfant. Et Dieu seul sait ce qui se passe. Et bizarrement, ça fait aussi déjà 1 mois, j'ai fait un rêve presque similaire où je me retrouve avec ma fille, comme c'est une fille. Je me retrouve avec ma fille, on est en train de se balader et tout à coup, il y a une dame qui arrive qui me dit non, passe-moi d'abord ton enfant. J'ai dit, je vais te passer mon enfant comme oh non, elle est mignonne et tout, voilà, c'est un beau bébé, machin. Donne-moi l'enfant. J'ai dit, maman, je ne pourrai jamais te donner mon enfant. Jamais, au grand jamais. Juste pour l'histoire, en fait, si je raconte ça, c'est pour demander aux parents. Et être parent, c'est une autre chose parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de parents qui négligent certaines choses. Et demain, on se dit l'enfant ne réussit pas, l'enfant ne fait pas l'école. Il y a des gestes qu'il faut éviter. Moi, avant, on m'a toujours dit que l'enfant, aussi, il faut que quelqu'un voie ton enfant, c'est au minimum 6 à 4 mois, 4 à 6 mois, qu'il faut que quelqu'un vienne toucher ton enfant. Et je me suis réveillé le matin, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un simple rêve. Effectivement, et le matin, lorsque je me réveille pour aller laisser les plus petits à l'école, en revenant, je trouve la dame, elle assise devant chez elle. Nos regards se sont croisés, elle a fait genre comme si elle avait été étonnée de me voir. Je ne l'ai pas saluée, je suis monté chez moi, je suis rentré, je suis venu sur ma télévision et tout ça. Juste pour rappeler aux parents de faire très attention. L'enfant, le sorcier, s'il ne peut pas t'envoyer l'enfant physiquement, c'est dans le rêve qu'il va venir te chercher l'enfant. Et si tu n'es pas attentif, tu vas donner ton enfant comme ça et soit c'est l'étoile de l'enfant qui va prendre, soit c'est l'enfant qui prend et tu vas te... On se retrouve aujourd'hui, beaucoup d'enfants, c'est pas qu'ils sont nés bêtes, personne n'est né bête, personne n'est né idiot, mais l'enfant devient bizarre, l'enfant ne fait pas l'école, il devient bandit, il devient ceci, simplement parce que les parents n'ont pas été vigilants dès le départ. En fait, c'était l'histoire que j'avais à raconter. Merci beaucoup Gérard pour l'histoire. Et merci pour le conseil aussi. Bonsoir. Bonsoir Douce, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait longtemps quand même. Oh bon, moi ma petite histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une amie très proche et de sa famille. Bon, ma maman a toujours un dicton qu'elle a l'habitude de dire. Elle dit toujours que ton téléphone parle bizarrement. Hein. C'est comment tu es dans une pièce. C'est comment y a pas. Non, je suis assise dans les escaliers. Ok. Ça va maintenant? Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Elle dit, ma mère a toujours un bon dicton qu'elle dit, si tu penses mal des enfants des autres, pour toi ne va pas réussir. Dans l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une amie
et de sa famille. Son papa, c'était un grand monsieur dans sa famille. C'est le seul qui a eu à réussir et qui est allé loin aussi dans les études. Donc, au niveau financier, ça va. Si on veut voir, c'est le big boss même de toute la grande famille générale. Et celui-ci, c'est un gars, vraiment, comment dire, les tirés d'élite. Tout ce qui bouge, il dit. Tout ce qui bouge, il dit. Tout ce qui tire aussi, il bouge. Bon, c'est vous dire, c'est un homme à femme. Et il avait 2 femmes. Et la première, elle avait 4 enfants, c'est-à-dire 2 filles et 2 garçons. La deuxième, elle avait aussi, on est 5 enfants, mais elle avait que des garçons, 4 garçons et une seule fille. Merci, c'est gentil. Bonsoir. La deuxième, elle avait 4 garçons et une seule fille. Maintenant, il a eu à croiser une troisième. Et la troisième, elle, c'est la plus belle en fait. C'est tout ça. Mais elle a fait deux enfants, une fille et un garçon. Je vous dis, malgré ça, ces 3 femmes, mais l'homme, il ne peut pas. Il continue toujours de tirer, de yon, tout ça. Mais imaginez un peu la rivalité entre ces femmes pour être toujours la préférée. Et cela a conduit la première à aller faire des pratiques entre elle-même. Elle se faisait des pratiques de maraboutage, de fétichisme, tout ça. Elle se lançait les flèches. Un jour, la première, elle a eu à faire ça avec... elle est partie faire les basses avec sa fille. Et sa fille, elles étaient assises en train de causer. Puis elle dit, que tanti, la dernière fois je suis sortie, nous sommes partis avec maman. Et elle a eu à prendre ton nom pour parler sur un truc. Pour dire que papa, faut pas, il va te regarder. Pour parler sur le truc que faut pas, papa va te regarder. Que faut pas, tes enfants vont réussir. Que papa va te donner l'argent. Il n'a qu'à te maltraiter. Du genre, tout le regard n'a qu'à être porté sur moi. Elle a eu, c'est la petite qui a eu à dire ça devant tout le monde. Donc, imaginez un peu le regard des gens. Et puis, elle dit, oh, aimons. Ne l'écoutez pas. Ça, la dame dit, nous tous, on s'est regardé pour dire, oh, si la dame a eu à faire ça, c'est que vraiment, c'est réellement grave. Et je vous dis, dans l'histoire des basses ici, la troisième femme a eu à rester à l'intérieur. Elle est partie accoucher et dans l'accouchement, elle est décédée. Elle est partie accoucher dans l'accouchement, elle est restée. Elle a laissé un nouveau-né. Et alors que c'était la plus belle, elle a laissé le nouveau-né. La dame est morte. Donc, l'âme de cette dernière ne restait pas en paix. Elle a commencé à perturber la première. La première. Et à travers ça, elle est rentrée dans ses enfants. Elle est rentrée dans ses enfants. Je vous dis actuellement que je vous parle là. Le premier est devenu fou. Le deuxième est devenu fou. La première, elle a 2 garçons. Le premier est devenu fou. Le deuxième est devenu fou. La troisième, c'est une fille. Elle est devenue la porclée de toute la commune. Ceux qui connaissent Port-Boué, bon, ils peuvent entendre parler. La porclée de toute la commune de Port-Boué. La 4e même, on n'en parle pas. Elle-même l'a entrée sur le coup. C'est-à-dire la première qui s'est permis de tuer la troisième. Tous ses enfants sont restés en arrière. La deuxième aussi, ses enfants, c'est un seul seulement qui est en train de sortir la tête de l'eau. Donc, en fait, le message que j'aimerais porter ce soir, c'est pour le monsieur, il est resté là, il est toujours là, en train de tirer encore s'il est lui. En train de toujours tirer. Malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe au niveau de sa famille, mais lui, c'est pas son problème. Hein. C'est un garçon, on dit un garçon, il demeure toujours garçon. Ça continue. Il fait les enfants, il pond, elles vont se tuer, eux. Bon, ça lui, c'est pas de leçon, t'inquiète. S'il vous plaît, nos hommes, la polygamie, c'est un très vilain. À travers ça, la pauvre dame, elle est décédée, elle a laissé ses enfants. Ces pauvres bébés, je vous dis, même parmi les enfants, et encore est décédée parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper. Personne. Tout le monde est focalisé pour être la prime préférée, tout le monde est focalisé pour être la préférée. Donc, qui va s'en occuper? Papa, même, il a fini de chercher un peu les femmes dans toute la vie. Donc, de grâce, la polygamie, là, ça détruit nos familles, ça détruit nos enfants. Et
pensez à nous, ayez pitié un peu de nous. Donc, c'était un peu ça mon message. Bisous, bisous, bonne nuit. Désolée s'il y avait un peu de bruit. Merci beaucoup, douce bébé. Merci. Quand vous ajoutez alors les bébés là sur vos noms là, c'est compliqué. Je vais faire comme ça, mon voisin va penser que je suis en train d'appeler les gens en live là, bébé. Douce bébé. Ça. Hello, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Oui, ça fait longtemps. J'avoue que j'ai fui un peu l'émission aussi parce que j'ai comme l'impression que les gens ont reconnu ma voix. On ne fait que m'envoyer ça jusqu'à hier encore. Jusqu'au bureau. J'ai même mes collègues qui m'ont interpellé par rapport à ça. C'est toi, Fée Clochette. C'est toi qui... Il y en a qui partent même chercher sur YouTube. Je pense qu'il y a une jeune fille même. J'ai nié. Elle est partie faire la capture d'écran comme ça. Elle m'a montré mon visage. Elle dit, c'est toi. Comment tu peux dire que c'est... Bref, ce soir, en fait, j'ai juste une petite histoire. Une histoire vraie. Moi, je ne vais pas toujours des histoires de ma famille. Une histoire vraie. Ça s'est passé il y a à peine 1 mois. Donc, j'ai un petit téléphone. Comme je dis, c'est un Churonco. C'est déjà juste pour faire des transactions, mes dépôts Orange Money et tout, parce que ma puce principale, c'est MTN. Donc, j'avais une amie qui était de passage, qui est là depuis un moment parce qu'elle a été affectée et elle cherche la maison. Donc, elle vit avec moi, une très bonne amie d'enfance d'ailleurs. Donc, j'ai laissé ce téléphone-là à la maison parce que parfois, je peux appeler ma nounou ou alors elle appelle dessus. Elle me dit, mais ton téléphone ne fait que... Le téléphone s'est sonné pendant longtemps quand tu étais au travail. Et puis, il y a un message. Je dis, lis le message. Le message dit quoi? Elle me dit, non, ça dit, bonsoir Rita, c'est ton oncle tel. Je serai ton hôte dans 1 semaine. J'ai dit, mais moi... Elle a dit le nom et mon défunt frère, il est décédé l'année passée, ils ont le même nom. Et c'était ce sont des homonymes de notre grand-père maternel. Je reconnais le nom, mais le prénom et le visage, je ne peux pas savoir qui c'est. Je dis, ah vraiment, moi je ne sais pas qui c'est. Il dit qu'il va être là dans 1 semaine. Il m'a dit ça quand? Est-ce que je l'ai invité? Moi je ne réponds pas. Je te promets que le monsieur là, il a insisté, appeler. J'ai refusé de prendre, je n'ai rien dit. Il a fait ça pendant 2 semaines et il ne faisait qu'envoyer le même message. Je serai ton hôte après 4 jours. Je serai ton hôte dans 2 jours. Je serai ton hôte demain. J'ai dit, Donc, à un moment, j'avais une urgence sur Yaoundé. Je suis partie à Yaoundé. J'arrive alors chez moi, même à la maison là-bas, où vivait mon petit frère et tout. Mon petit frère me dit, ah, tonton Alain m'a envoyé le message de venir le chercher à l'agence. Qu'il a l'agence, il m'attend que je vienne le chercher. Je dis, quel Alain? Il me donne le nom. J'ai dit, et tu allais le chercher? Il me dit non. Heureusement pour moi, quand je parlais comme ça, la petite soeur de ma mère était là. Elle a crié dans la voiture, on était dans la voiture. Elle a dit, quel Alain? J'ai dit, oh, c'est quoi? Elle me dit, n'essaye même pas. Je vous dis, n'essayez même pas. Il va venir tuer tous vos enfants. Il va venir tuer tous vos enfants. C'est là, elle me raconte dans l'histoire. Il était marié à une femme. Ils ont eu 3 enfants. Et sa femme est morte de manière mystérieuse comme ça. C'est passé. Il est resté avec ses enfants. Un matin, la petite sœur à sa femme arrive à la maison. Elle dit qu'elle est venue voir les enfants de sa défunte sœur parce que ça fait un moment, elle ne les a pas vus. Et elle voulait passer le week-end avec les enfants chez elle et les ramener. Elle trouvait juste 2 de ses enfants-là. Il y avait un petit garçon de 7 ans qui manquait. Elle demande donc il est où. Mon oncle dit que non, il est chez une de mes tantes là-bas en bas. Elle dit d'accord, accompagne-moi alors là-bas, je prends la moto, je vais payer, on va chercher l'enfant. Il tourne, elle insiste. Finalement, elle prend quelqu'un qui connaissait la maison, ils arrivent là-bas. La tante en question dit que non, l'enfant n'est pas ici depuis. C'est comme ça qu'elle commence à s'inquiéter, mais pourquoi est-ce qu'il me cache où est-ce que se trouve l'enfant, le 3e? Elle revient donc à la maison, elle flatte les enfants.
J'ai dit que la baleine, si vous voulez seulement nous faire peur ou quoi. Mais C'est quoi vous voulez me retirer le envoyez le lion, ça ne fait pas peur. Le lion ne fait pas peur, c'est la baleine qui. En tout cas, fait que je merci. donc maintenant, il arrive là-bas. Elle arrive, elle demande aux autres enfants que, mais où est votre frère? Les enfants se mettent seulement à pleurer. Elle commence donc à les flatter. La petite fille qui est là dit que non. Si papa a dit que si on dit, il va nous tuer. Sa tante dit quoi? C'est comme ça qu'elle prend les enfants. Elle court à la gendarmerie. Appeler les policiers. On attrape mon oncle maternel là. C'est un cousin éloigné, c'est pas un oncle même proche. Bon, on le fait fesser correctement. Les enfants disent que il a tapé sur leur frère devant eux jusqu'à tuer leur frère. Il a demandé aux enfants de se taire et que si l'un d'eux parlait, il allait les tuer aussi en retour. Donc quand il a fait ça, il a mis la corde au cou de l'enfant, il a pendu l'enfant là et il a cassé ses toilettes, tu vois les toilettes du village, toilettes traditionnelles là. Il a jeté le corps de l'enfant là-bas et il a mis un fer à terre, planté un fer à terre, attaché. Il commence à dire au village que dans quelques temps, il sera très riche, il va avoir sa boutique et tout, parce qu'il voulait vendre les os de cet enfant, de son propre enfant, Donc la tante là a commencé à pleurer. On l'a mis en prison. Il est resté là-bas, peut-être ça fait 7 mois qu'il est resté là-bas. Donc quand il sort maintenant, il va dans sa famille maternelle, on le rejette. Il va dans sa famille maternelle, on le rejette. Mais comme nous autres qui sommes ici en ville, on n'est pas au courant de son histoire. Il vient chez nous. Et il est allé chez mon frère, mon défunt frère, qui portait le même nom que lui. On m'a dit qu'il a fait 1 mois là-bas. Et on ne savait pas. Il est venu, il ne nous a rien dit. Ma tante a dit qu'elle ne veut même pas qu'on l'a rejeté. On l'a régné de la famille. On ne veut même pas. On ne veut même pas lui voir. Sinon, il va venir. S'il est capable de tuer son propre enfant. Imagine-toi donc vos enfants qui ne connaissent pas. Vous allez juste constater que vos enfants disparaissent. Et ça sera lui. Là, il est là maintenant. Il est de gare en gare, de maison à maison. Il demande l'argent ici, il demande l'argent là-bas. Il ne peut même pas rentrer au village parce qu'on l'a rejeté pour ça. Donc, faites très attention aux gens que vous accueillez chez vous. Parce que franchement, on ne sait pas toujours c'est quoi les intentions quand ils viennent à la maison. C'était ma petite histoire pour ce soir. Merci beaucoup, Fée Clochette, pour l'histoire.